Pendant des milliers d'années, les hommes ne connaissaient que les planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, qu'ils pouvaient observer à l'aide de simples télescopes ou même à l'œil nu si les conditions étaient réunies. Mais en 1781, un célèbre astronome, Sir William Herschel, a découvert une nouvelle planète de couleur bleu glacé. Au début, les gens ont cru qu'il s'agissait d'une étoile, mais par la suite, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une planète. Aujourd'hui, nous la connaissons sous le nom d'Uranus, une planète qui se trouve plus de 19 fois plus éloignée du Soleil que ne l'est la Terre. Elle est si loin qu'il lui faut 84 ans pour faire le tour du Soleil. Cet astronome a également découvert de nombreuses autres choses intéressantes dans l'espace, comme des étoiles doubles et des nébuleuses. Au milieu du 19e siècle, les savants ont remarqué que quelque chose tirait Uranus et modifiait étrangement son orbite. Ils ont pensé qu'il devait exister une autre planète dans l'espace, et ils ont fait appel aux mathématiques pour prédire où elle se trouverait. Finalement, ils ont découvert Neptune à l'aide d'un télescope en 1846. Elle était trop peu visible à l'œil nu en raison de son éloignement du Soleil. Tout cela était si excitant. Qui sait combien d'autres planètes pourraient se trouver là, tapies dans l'obscurité de notre propre système solaire. Au milieu du 19e siècle, des astronomes ont remarqué qu'il se passait quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Une petite planète tellurique, nommée Mercure, se comportait de manière bien étrange. Elle ne suivait pas l'orbite prévisible que l'on attendait d'elle. L'un des astronomes se trouvait être un brillant scientifique français, Urbain Le Verrier. Il a émis une théorie selon laquelle il pourrait bien se trouver une autre planète dans notre système solaire que personne n'avait encore découverte, et elle serait située quelque part entre Mercure et le Soleil. Cette planète hypothétique, qu'il a baptisée Vulcain en référence au dieu romain de la forge, aurait une surface incroyablement chaude, et elle pourrait constituer une explication potentielle au comportement étrange de Mercure. Il n'a jamais vraiment prétendu que Vulcain était la seule chose capable de perturber l'orbite de Mercure. Mais excités par la possibilité de découvrir une nouvelle planète, les astronomes du monde entier se sont emparés de l'idée. Les gens se sont alors engagés dans une grande quête d'informations au sujet d'une planète qui n'existait pas. Certains savants ne pensaient pas qu'il était possible qu'ils aient pu manquer une autre planète aussi grande que Mercure. Il aurait été difficile de ne pas la remarquer jusqu'à ce moment. Mais il y existait une infime chance qu'une planète plus petite existe à l'intérieur de l'orbite de Mercure et qu'elle soit trop proche du Soleil pour que quiconque puisse la voir. Selon une théorie, elle se trouverait à environ 13 millions de kilomètres du Soleil. Mercure est la planète dont l'orbite est la plus excentrique de notre système stellaire, mais le point le plus proche du Soleil est d'environ 28,5 millions de kilomètres. Vulcain se trouverait donc à moins de la moitié de cette distance. Si cette planète existait, elle orbiterait autour du Soleil tous les 19 jours et 17 heures, et sa trajectoire serait inclinée d'environ 12 degrés par rapport à celle des autres planètes de notre système solaire. La position de Vulcain, à son point le plus éloigné du Soleil, serait encore trop proche de celui-ci pour être vue à l'œil nu, même au crépuscule. La seule chance de voir Vulcain serait lors d'une éclipse solaire, ou lorsqu'elle passerait elle-même devant l'astre, ce qui, selon cette théorie, se produirait 2 à 4 fois par an. Selon cette même théorie, la mystérieuse planète était si proche du Soleil qu'elle ne pouvait être vue que lors d'une éclipse solaire totale, lorsque la Lune bloquait l'aveuglement du Soleil. Ainsi, à chaque éclipse, les astronomes scrutaient le Soleil dans l'espoir d'apercevoir Vulcain. Ils ont eu beau essayer, mais quoi qu'ils fassent, ils n'ont jamais pu trouver cette mystérieuse planète. Certains astronomes affirmaient l'avoir repérée lors d'éclipses, mais personne n'a jamais pu le confirmer ou en apporter la preuve. La théorie de Vulcain a peu à peu sombré dans l'oubli. Einstein avait une autre idée en tête. Tu connais sa théorie de la relativité générale, n'est-ce pas? C'est là qu'il a affirmé que la gravité n'était pas une sorte de force naturelle, mais le résultat de la courbure de l'espace-temps, due à la présence de corps spatiaux supermassifs, comme les planètes et les étoiles. Les planètes tournent autour du Soleil, dans leur orbite habituelle, parce que l'espace-temps est courbé. Ce qui signifie que les planètes tombent en quelque sorte vers l'étoile centrale de notre système solaire. Et Einstein a tenté d'expliquer l'orbite inhabituelle de Mercure, à l'aide de sa propre théorie de la relativité. Contrairement aux autres planètes de notre système solaire, l'orbite de Mercure n'était pas circulaire. Au lieu de cela, elle semblait osciller légèrement, comme si une force invisible l'attirait. Selon Einstein, ce phénomène aurait pu être dû à la gravité colossale de notre Soleil qui courbe la fabrique de l'espace-temps autour de lui.
Selon lui, il était possible que cela modifie légèrement l'orbite de Mercure. Il aura fallu un certain temps à la communauté scientifique pour éprouver cette théorie, mais elle s'est finalement imposée comme l'explication la plus plausible. Bien que la théorie d'Einstein ait fourni une explication plus élégante à l'étrange orbite de Mercure, certains scientifiques continuaient à croire en Vulcain. Il était d'autant plus difficile d'abandonner l'idée que Mercure est également la planète la plus difficile à observer d'où nous nous trouvons. Et par la suite, de plus en plus de chercheurs ont commencé à accepter la théorie d'Einstein en dépit de leurs convictions. Puis, ils ont attendu une éclipse solaire totale, afin de tester la théorie de la relativité d'Einstein, et non plus à cause de Vulcain. Vulcain n'est d'ailleurs pas la seule planète hypothétique dont tout le monde ait un jour parlé. Depuis l'ère moderne, certains estiment qu'une planète mystérieuse pourrait se tapir dans la partie extérieure de notre système solaire. Mais celle-ci a plus de chances d'exister. Personne ne l'a encore observée directement, mais des simulations informatiques montrent que cette prétendue planète 9 ou planète X se trouverait probablement quelque part au-delà de Neptune. Neptune et la planète X pourraient être de taille similaire. Cette dernière pourrait donc être 10 fois plus massive que la Terre et orbiter autour de notre Soleil en suivant une courbe elliptique, qui serait en moyenne 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune. Une année pourrait y durer entre 10 000 et 20 000 années terrestres. À titre de comparaison, une année sur Neptune dure 165 années terrestres. Un objet de cette taille, se déplaçant par-delà Neptune, pourrait expliquer les orbites étranges de certains objets dans la ceinture de Kuiper. Cette ceinture est la zone de notre système solaire qui se situe au-delà de Neptune et de son orbite. On y trouve très probablement de nombreux astéroïdes, des comètes et d'autres corps plus petits, principalement constitués de glace. Il existe une autre planète hypothétique, baptisée Nibiru. Tu te souviens de ces rumeurs de fin du monde en 2012 ? L'un des scénarios les plus populaires était celui de Nibiru qui, d'après certains, était censé frapper notre planète à la fin de l'année. Bien sûr, rien ne s'est produit, nous sommes toujours là, mais l'idée de Nibiru semblait intéressante. Ces histoires ont commencé en 1976, lorsqu'un homme du nom de Zecharia Sitchin a mentionné Nibiru dans son livre « La 12e planète », affirmant qu'elle orbitait autour du Soleil tous les 3600 ans. Mais il n'existe aucune chance qu'une planète avec une orbite aussi excentrique ne perturbe pas les autres planètes de notre système solaire avec sa propre gravité. Et si elle s'approchait vraiment si près de la Terre en 2012, nous étions censés pouvoir la distinguer à l'œil nu. Des calculs simples ont montré que Nibiru aurait été presque aussi brillante que Mars dans sa plus faible luminosité, et plus brillante que les étoiles les plus faibles que l'on puisse observer en ville. Peut-être aurons-nous plus de chance dans les 3500 ans à venir. En 2011, une comète du nom d'Helena est apparue et dont beaucoup ont pensé qu'elle pouvait être la fameuse Nibiru. Mais lorsqu'on observe les comètes et les planètes au télescope, on s'aperçoit qu'elles ont une apparence différente. La comète possède une chevelure, qui est une atmosphère gazeuse, ainsi qu'une queue, ce dont une planète est pourvue. De plus, cette comète n'a pas percuté la Terre. Elle s'est approchée trop près de notre Soleil, puis s'est désintégrée. Les débris restants continueront à se déplacer vers le système solaire externe pendant les 12 000 prochaines années. Bien que nous puissions nous considérer comme une civilisation avancée, après avoir réussi à observer les 8 planètes de notre système solaire et leurs 200 lunes, nous n'avons en réalité qu'une vague idée de ce qui s'y trouve. À tel point qu'il y a des spéculations selon lesquelles il pourrait y avoir une planète supplémentaire dans notre système solaire. Les scientifiques l'appellent planète X ou planète 9. Ce monde non découvert pourrait être caché bien au-delà de Neptune. Les astéroïdes et les planètes naines de cette zone ont des orbites modifiées étrangement inexpliquées. Et la planète X pourrait en être la raison. Les légendes autour de cette mystérieuse planète ont commencé il y a plus de 100 ans avec un passionné de l'espace appelé Percival Lowell. En plus d'avoir une moustache impressionnante, il était aussi très riche. Il a utilisé sa fortune pour construire un observatoire en Arizona qu'il a ensuite consacré à l'étude des mouvements étranges d'Uranus et de Neptune. Leurs forces gravitationnelles sont plus lentes que celles de toutes les autres planètes de notre système solaire, presque comme s'il y avait un objet géant caché qui les tirait hors de leur trajectoire. En 1906, Lowell a théorisé qu'il pourrait y avoir une autre planète au-delà de Neptune.
Elle serait probablement à l'origine de ces étranges phénomènes cosmiques. L'homme a appelé ce potentiel corps céleste la planète X. En 1930, Pluton a été découverte par Clyde Tombaugh dans l'observatoire de Lowell. Il semblait enfin que les gens avaient une explication pour les modèles orbitaux étranges. L'équipe de Lowell était sur un nuage après la découverte, mais leurs célébrations ont été de courte durée. Ils ont vite découvert que Pluton était bien trop petite pour avoir un tel effet sur les planètes environnantes, et elle était aussi trop éloignée d'elles. Il a donc fallu se remettre au travail. La planète X, si elle existe, ferait 10 fois la taille de la Terre et 4 fois son rayon. Il faudrait au moins 10 000 ans à une telle planète pour faire le tour du Soleil, et elle orbiterait à une distance entre 300 et 600 fois plus grande que celle qui sépare notre planète natale de son astre. Cela représente 600 unités astronomiques depuis le centre du système solaire, sachant qu'une unité astronomique est égale à la distance entre la Terre et le Soleil. Si cela semble très éloigné, ce n'est pas le cas. La distance entre les corps célestes est généralement mesurée en années-lumière. Or, une unité astronomique est une unité de mesure beaucoup plus petite. Pour remettre les choses en perspective, l'objet le plus éloigné détecté depuis la Terre est la galaxie GN-Z11. Joli nom, n'est-ce pas? Elle se trouve à une distance stupéfiante de 32 milliards d'années-lumière. Malgré cela, nos télescopes peuvent encore la repérer, et une seule année-lumière équivaut à 63 241 unités astronomiques. Alors si notre technologie peut détecter une galaxie aussi lointaine, comment se fait-il que nous n'ayons pas réussi à découvrir la planète X? Eh bien, c'est probablement dû au fait qu'elle pourrait ne pas exister du tout. La théorie de la planète X a été largement discréditée en 1989. On a découvert que les mystérieuses forces gravitationnelles de Neptune étaient un leurre depuis le début. Les scientifiques s'étaient massivement trompés sur la taille réelle de Neptune. La sonde Voyager 2 a visité la planète et a découvert sa taille réelle. Cette nouvelle information explique les étranges forces gravitationnelles, ce qui signifie qu'elles n'étaient pas causées par la soi-disant planète X. Mais notre enquête ne s'arrête pas là, car l'hypothétique 9e planète est réapparue il y a environ 10 ans. Si les preuves qui sous-tendent la théorie de Lowell étaient fausses, sa croyance en la planète X n'était peut-être pas sans fondement. En 2015, les astronomes Michael Brown et Konstantin Batygin ont découvert qu'il y avait bel et bien des forces gravitationnelles inexpliquées au-delà de Neptune. Des satellites orbitent perpendiculairement autour des planètes, ce qui n'arrive nulle part ailleurs dans notre système solaire. Il y a aussi des groupes d'astéroïdes qui se déplacent de manière très spéciale. Si spéciale qu'il est pratiquement impossible que ce soit aléatoire. Encore plus étrange, il y a des satellites qui voyagent dans une direction complètement opposée à celle du Soleil, contrairement à la plupart des autres objets dans le système solaire. Un planétoïde appelé Sedna semble également être tiré vers quelque chose, ainsi que 6 autres qui vont tous dans la même direction. Brown et Batygin ne sont d'ailleurs pas des observateurs d'étoiles lambda, ce sont tous deux des scientifiques très respectés, au fait de leur carrière. Konstantin Batygin a été désigné par le magazine Forbes comme l'un des 30 scientifiques qui changent le monde, et Mike Brown est l'homme qui a donné à Pluton le statut de planète naine. Cela signifie que lorsque ces messieurs disent quelque chose, c'est généralement assez sérieux, et on devrait probablement les écouter. Mais la seule façon de prouver irréfutablement que la planète X existe est de la trouver réellement, et cela s'avère assez difficile. Pour localiser la planète, il faudrait utiliser une méthode appelée photométrie de transit. En gros, il s'agit de surveiller tout un groupe d'étoiles pendant une longue période et de rechercher les creux dans la lumière qu'elles émettent. Ces creux seraient probablement causés par une planète qui ferait obstacle à la lumière. Et hop, l'existence de la planète X pourrait être prouvée. Mais pour que cette méthode fonctionne, la Terre, la nouvelle planète et le Soleil doivent tous être parfaitement alignés. Or, ces circonstances sont plutôt rares, et si elles ne se réalisent pas, le creux de lumière ne se produira pas. De plus, cette méthode ne fonctionnerait vraiment qu'avec les planètes qui sont plus proches du Soleil que notre Terre, c'est-à-dire Vénus et Mercure. Pour tout ce qui est au-delà de la Terre, cette technique est quasiment inutile. Une autre technique que nous pourrions utiliser consiste à trouver la planète potentielle grâce à un bon vieux télescope. Mais comme tu peux l'imaginer, c'est incroyablement approximatif. L'objet le plus éloigné que nous ayons trouvé dans notre système solaire est un planétoïde nommé à juste titre Far Far Out.
Mais il n'est qu'à 140 unités astronomiques du Soleil, soit seulement un quart de la distance à la supposée planète X. Nous ne pouvons voir un objet que grâce à sa luminosité. Le Soleil est très visible pour nous car il émet d'énormes quantités de lumière. Et nous pouvons voir la Lune car elle reflète la lumière du Soleil. Techniquement, la Lune n'est pas censée paraître plus brillante que tout le reste dans le ciel nocturne. Ce n'est le cas que parce que nous sommes plus proches d'elle. Plus un objet est éloigné, moins il nous semble lumineux. Le principal problème pour voir la théorique planète X est que tous les objets de notre système solaire tirent leur lumière du Soleil. Ils reflètent la lumière du Soleil, ce qui nous permet de les voir. Étant donné la distance qui sépare la planète X du Soleil, il est presque impossible de la voir. Et à cause de sa lumière vraiment faible, pour la voir, il faudrait des conditions météorologiques parfaites, ainsi qu'un télescope extrêmement puissant. Mais Brown et Batygin l'ont trouvé. Le télescope Subaru est situé au sommet d'un volcan dormant à Hawaï. Il est énorme et capable de capturer la lumière la plus faible des objets spatiaux lointains. Le problème est que nous devons trouver où le pointer. Sans savoir où se trouve réellement la planète X, cela revient à trouver une aiguille dans une botte de foin. De plus, il n'y a qu'environ 3 nuits par an où les conditions sont suffisamment claires pour voir l'hypothétique planète X. C'est difficile, mais pas impossible. Et pourtant, la plupart des astronomes ont décrété que la planète X n'existait pas, affirmant qu'il ne s'agissait que d'un mythe. L'explication la plus répandue pour les étranges forces gravitationnelles est qu'il y a un minuscule trou noir dans notre système solaire qui attire les planètes vers lui. Mais ne t'inquiète pas, ils affirment qu'il n'est pas assez gros pour avaler une planète, donc tout va bien pour l'instant. Le problème avec la théorie du trou noir, c'est qu'une fois de plus, il est presque impossible de le trouver. Alors que sa masse pourrait être aussi importante que celle de la planète X, le trou lui-même serait réduit à la taille d'une orange. Les télescopes ne seraient alors d'aucune utilité. Pour le trouver, il faudrait détecter les rayons gamma émis par les objets lorsqu'ils tombent dans le trou noir. Une autre façon de le trouver serait de lâcher des centaines de minuscules vaisseaux spatiaux. Ils passeraient assez près du trou hypothétique. Et lorsqu'ils seraient attirés vers lui, nous pourrions probablement le détecter. Mais n'écartons pas la théorie de Brown et Batygin. Elle est encore documentée par la NASA à ce jour. Et jusqu'à ce que nous trouvions des preuves solides pour réfuter son existence, la planète X se trouve peut-être encore là. Tu as décollé de la Terre et garé ton vaisseau spatial quelque part près de la Lune. Tu es maintenant à près de 380 000 km de ta planète natale. Cela représente presque 100 fois la largeur des États-Unis. Maintenant, tu sors un marteau géant et un énorme burin en utilisant les bras robotiques de ton vaisseau spatial. Tu places le burin au pôle nord de la Terre et tu frappes sa tête avec le marteau. La Terre s'ouvre comme une coquille d'œuf et tu vois une autre planète. C'est Theia. Elle se cache à l'intérieur de notre planète comme le jaune dans un œuf. Il faudrait remonter le temps de 4,5 milliards d'années pour découvrir comment elle est arrivée là. Cette magnifique nébuleuse deviendra bientôt notre système solaire. La poussière colorée et les divers débris spatiaux se rapprochent lentement du centre. Bientôt, ce puzzle de débris deviendra trop lourd et trop dense. La température à l'intérieur de la géante augmente à tel point qu'elle déclenchera une réaction nucléaire en chaîne. Une seconde plus tard et boum! Une explosion si puissante que les ondes de choc voyagent loin dans l'espace. Et le flash aveuglant de cette explosion peut être vu de l'autre côté de la Voie lactée. Lorsque la poussière se dissipe un peu, tu peux voir qu'une lumière vive brille encore au centre même de l'explosion. Cette nouvelle étoile est le Soleil. Elle pèse autant que 333 000 terres. Si le Soleil était un seau, il faudrait 1,3 million de planètes de la taille de la Terre pour le remplir. Tu t'intéresses à un petit objet là-bas, à 150 millions de kilomètres du Soleil. Cet amas de roches et de lave chaude, c'est la Terre. En ce moment, la planète est occupée à former son noyau, tandis que les océans de lave se refroidissent progressivement. Mais quelques dizaines de millions d'années après la naissance du Soleil, tu remarques un objet étrange qui se dirige vers la Terre. C'est Theia. Cette petite planète est née à peu près en même temps que la Terre. Et maintenant, elle suit une folle trajectoire en spirale à une vitesse énorme. Les scientifiques pensent que Theia était une sorte de boule avec laquelle Jupiter et Vénus jouaient. Vénus tirait Theia dans une direction, puis sa grande sœur Jupiter la tirait en arrière. Mais le Soleil représente 99,8% de la masse de tout le système solaire. C'est pourquoi l'étoile fixe ses propres règles.
Elle fait en sorte que Theia se déplace sur une orbite presque identique à celle de la Terre. Elles se rapprochent donc inévitablement l'une de l'autre jusqu'à devenir voisines. Theia a la taille de Mars et est aussi large que l'océan Atlantique de New York au Portugal. La collision ne peut pas être évitée. Theia se dirige vers la Terre à près de 14 500 km/h, soit 11 fois plus vite que la vitesse du son. Si la plus petite planète s'écrase sur la Terre avec un angle particulier, la Terre sera très probablement anéantie, ainsi que Theia elle-même. La collision provoquera une énorme explosion visible sur d'autres planètes, même en plein jour. Il ne restera rien d'autre que de la poussière et des débris brûlants. Et même si Theia ne touche que légèrement la Terre, elle détruira un morceau de notre planète de la taille de l'Australie. Mais la collision avec Theia se produit à un angle parfait de 45 degrés. Elle percute la Terre à une vitesse phénoménale. L'explosion vaporise littéralement d'énormes quantités de roches et l'onde de choc envoie les débris restants dans l'orbite de la Terre. Un énorme cratère se forme sur le lieu de l'impact. Il se remplit bientôt de lave bouillante. Les restes de Theia et les fragments éjectés de la Terre commencent à graviter autour de notre planète. Selon une certaine théorie, ces fragments forment deux lunes. Au début, elles voyagent ensemble, mais un jour, elles se rapprochent trop l'une de l'autre et entrent en collision, formant un seul grand corps spatial. L'autre théorie affirme que tous les fragments commencent à être tirés par les restes de Theia. Un peu plus tard, ils formeront la Lune telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais à ce moment-là, ce n'est encore que de la roche rougeoyante et de la lave. La collision à cet angle incline légèrement notre planète et accélère sa rotation. C'est à cause de Theia que nous avons des saisons et 24 heures dans une journée. La Terre a des plaques lithosphériques, d'énormes pièces solides qui constituent la croûte de notre planète. Après la collision avec Theia, elle commence à se fissurer et à se briser. Cela conduit le carbone, un composant primaire de toute vie connue sur Terre, à se déplacer sur toute notre planète. La Terre développe donc une sorte de métabolisme. Après quelques centaines de millions d'années, les premières créatures vivantes commencent à apparaître sur notre planète. Pendant près de 4 milliards d'années, de simples organismes unicellulaires ont évolué vers la vie que l'on connaît aujourd'hui. Selon les scientifiques, une telle collision est un événement très rare. La probabilité qu'il y ait quelque part une planète comme la nôtre qui ait survécu à la même catastrophe est extrêmement faible. C'est peut-être la raison pour laquelle nous n'avons pas encore trouvé de traces d'autres civilisations dans l'espace. Pendant ce temps, les restes de Theia sont toujours là, sur Terre. Bien sûr, elle ne ressemble pas à une planète entière coincée dans la nôtre. La plupart des fragments se sont fondus dans la croûte terrestre. Si tu enlèves la couche supérieure de notre planète, tu verras deux énormes boules de lave de la taille de continents entiers. Elles se trouvent juste en dessous de l'Afrique et de l'océan Pacifique. On peut supposer que ce sont les restes de Theia. Ils ne se sont pas mélangés au manteau terrestre à cause de leur densité différente. C'est un peu comme mélanger de l'eau et de l'huile dans un verre. L'huile flottera toujours au-dessus de l'eau et créera une couche uniforme. Mais si tu faisais remonter ces plaques de lave à la surface, elles seraient 100 fois plus hautes que le mont Everest. D'autres restes de Theia pourraient se trouver sur la Lune. Les missions spatiales Apollo ont rapporté de nombreux échantillons de sol pour les analyser. Les scientifiques ont conclu que la structure de la Lune est très similaire à celle de la Terre. On pourrait forer en profondeur et y prélever des échantillons. Puis on analyserait les blobs depuis la Terre. Si leur structure correspondait, ce serait une preuve totalement fiable que Theia a bien frappé la Terre il y a 4 milliards et demi d'années, et que la Lune est née ainsi. Mais pour l'instant, Theia reste quelque peu mystérieuse. Les scientifiques ne sont pas encore sûrs que la planète a réellement existé. Cette idée correspond parfaitement au modèle de création de la Lune, mais en réalité, cette incroyable collision pourrait ne jamais avoir eu lieu. Maintenant, tu voyages à 41 années-lumière de la Terre jusqu'à la planète 55 Cancri E. Elle fait environ 2 fois la taille de la Terre et est 8 fois plus lourde. Tu sors à nouveau ton marteau géant et tu l'utilises pour frapper le burin. La planète se fissure. Et tu vois que c'est un diamant géant. La température de cette planète est des dizaines de fois plus élevée que celle de la Terre. Et son sol est riche en carbone. La chaleur exerce une forte pression sur ce carbone et lui fait changer de structure. D'abord, il se transforme en graphite, puis avec encore un peu de pression, le graphite se transforme en diamant. Sur Terre, les diamants se forment à des profondeurs supérieures à 100 km, où la pression est 50 000 fois supérieure à celle de la surface. Les températures y dépassent les 500 degrés, ce qui est aussi chaud que le feu.
Les diamants sont éjectés plus près de la surface lors d'éruptions volcaniques. Pourtant, les gens doivent creuser des mines à 500 mètres de profondeur pour trouver ces magnifiques pierres précieuses. Le diamant du Jubilé d'or est le plus gros diamant taillé et facetté sur Terre. Il pèse autant qu'une tablette de chocolat et a la taille d'un hamster. Son prix est d'environ 12 millions de dollars. Imagine maintenant un diamant de la taille d'une planète entière. Tu décides de retourner dans le système solaire. Ta destination est Europa, la lune de Jupiter. Elle est aussi large que la distance entre Seattle et Houston, et sa masse est inférieure à 1% de la masse de la Terre. Sa surface est entourée d'une croûte glacée d'environ 30 km d'épaisseur. Mais que se passe-t-il si tu fends cette croûte avec ton marteau géant? En réalité, Europa est entièrement recouverte d'eau. Il fait très froid ici, 3 fois plus froid qu'au pôle Nord sur Terre. L'eau se transforme en glace presque instantanément. Mais l'océan sous la surface est toujours liquide. Europa interagit avec Jupiter par gravitation, tout comme la Lune avec la Terre. Cela crée des forces de marée et chauffe le noyau d'Europa. Le noyau fait fondre la glace qui l'entoure. Le résultat est un énorme océan, 2 à 3 fois plus grand que tous les océans de la Terre réunis. Les scientifiques pensent que l'eau est la base de la vie. Cela signifie que la vie pourrait exister sur Europa. Il pourrait y avoir des sources thermales, tout comme au fond de nos océans. L'eau y est probablement beaucoup plus chaude. Et même si la pression et la température dans de tels endroits sont probablement extrêmes, de simples bactéries pourraient y vivre. Europa a presque le même âge que la Terre. Cela signifie qu'il s'est écoulé suffisamment de temps pour que des organismes vivants apparaissent et évoluent. Qui sait, peut-être qu'une civilisation avancée est déjà en train de fleurir sous cette croûte de glace. Ils sont peut-être en train de construire de grandes villes et de rêver de conquérir l'espace en ce moment même. Mais la seule chose que l'on peut faire pour le moment est d'envoyer une sonde sur Europa et de découvrir si la vie est possible. À 25 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Lyre, se trouve une jeune étoile, Vega. Brillante et célèbre, cette étoile a 2 fois la masse de notre Soleil. Vega est si brillante que tu peux la voir même à l'aube, lorsque toutes les autres étoiles disparaissent du ciel. Mais malgré la renommée de cette étoile, les astronomes n'ont jamais vu une seule planète en orbite autour de Vega. Et ce, jusqu'à un passé récent. Les chercheurs observaient l'étoile depuis une dizaine d'années quand ils ont repéré un curieux signal. C'est peut-être la première planète du système stellaire de Vega dont nous aurions connaissance. Si elle existait, ce serait un endroit merveilleux. La planète orbiterait probablement si près de son étoile hôte qu'une journée y durerait environ 2,5 jours terrestres. Ce monde aurait la taille de Neptune, or cette géante de glace est 4 fois plus grande que la Terre. Il pourrait même être aussi grand que Jupiter. Mais la caractéristique la plus impressionnante de cette planète potentielle serait sa température, qui pourrait s'avérer être la 2e plus chaude connue des scientifiques. À sa surface, il pourrait faire jusqu'à 3000 degrés Celsius. À titre de comparaison, la température à la surface de la planète la plus chaude du système solaire, Vénus, ne dépasse pas 480 degrés Celsius. Le seul endroit plus chaud que le compagnon potentiel de Vega serait Kelt 9b. Les températures de cette exoplanète ne descendent pas en dessous de 4300 degrés Celsius. Quoi qu'il en soit, cette planète serait plus proche de Vega que Mercure ne l'est du Soleil. Cela pourrait faire gonfler la planète géante comme un ballon. Et alors, même les métaux fondraient dans son atmosphère brûlante. Malheureusement, l'existence de cette planète grésillante n'a pas encore été confirmée. Les astronomes pensent que le moyen le plus simple de prouver qu'elle existe serait d'essayer de repérer la lumière émise par cette planète inhabituelle. Et puisque nous parlons de planètes, y en a-t-il dans l'univers qui ressemble de près ou de loin à la Terre? Les astronomes ont découvert et confirmé l'existence de plus de 4000 exoplanètes. Mais ce n'est un secret pour personne que des milliers d'autres candidats attendent encore leur tour d'être détectés. Bien sûr, toutes ces planètes ne ressemblent pas à notre Terre, mais certaines s'en approchent. Par exemple, Gliese 667 CC. Ce monde se trouve à seulement 22 années-lumière de la Terre. Les scientifiques ne sont pas sûrs que la planète soit rocheuse, mais ils savent qu'elle est plus de 4 fois plus massive que notre planète. L'étoile de Gliese 667 CC est une naine rouge. C'est pourquoi elle est beaucoup plus froide que notre Soleil. Il est donc probable que l'exoplanète se trouve dans la zone habitable de son étoile. Mais cette idée n'a pas encore été confirmée. La planète, semblable à la Terre, pourrait se déplacer trop près de l'étoile. Elle risque alors d'être régulièrement cuite par sa chaleur.
Kepler 22b est beaucoup plus éloigné que la précédente. Si tu voulais atteindre cette planète, il te faudrait parcourir 600 années-lumière. Ce monde, qui est plus de 2 fois plus grand que la Terre, se trouve dans la zone habitable de son étoile hôte. Mais on ne sait pas si la planète est liquide, gazeuse ou rocheuse. Kepler 69c est presque 70% plus grande que notre planète. Elle est aussi très éloignée, 2700 années-lumière. Il te faudrait 54 millions d'années pour parcourir une telle distance dans un vaisseau spatial actuel. Les chercheurs ne savent pas exactement de quoi est composé Kepler 69c, mais ils pensent qu'elle se trouve probablement dans la zone habitable de son étoile. La position de la planète dans son système solaire est semblable à celle de Vénus dans le nôtre, mais comme l'étoile haute n'est que 80% aussi brillante que le Soleil, la planète ne devrait pas être aussi affectée par sa chaleur. Kepler 452b est la planète la plus semblable à la Terre que les astronomes aient découverte jusqu'à présent. Elle se trouve à 1400 années-lumière de notre planète. Son étoile haute est très similaire à notre Soleil. Et la planète qui se trouve dans sa zone habitable fait 1,5 fois la taille de la Terre. Les scientifiques pensent aussi que Kepler 452b est probablement une planète rocheuse. Est-ce que l'une de ces planètes ou d'autres sont propices à la vie? On a recensé jusqu'à présent 24 planètes potentiellement super habitables. Et l'une d'entre elles répond non pas à un, mais à 2 critères que les astronomes ont définis pour de tels mondes. COI 5715.01 est âgée de 5,5 milliards d'années et fait environ 2 fois la taille de la Terre. Elle orbite autour d'une naine orange à un peu moins de 3000 années-lumière de notre planète. La température de sa surface pourrait être plus froide que celle de la Terre, de 2 degrés Celsius. Mais comme l'atmosphère de la planète pourrait contenir plus de gaz qui retiennent la chaleur, elle est probablement super habitable. Une autre planète potentiellement super habitable est COI 5554.01. Elle est un peu plus âgée que notre planète, 6,5 milliards d'années contre nos 4,5 milliards. La taille de l'exoplanète est probablement la même que celle de la Terre, et elle est en orbite autour de son étoile haute, une naine jaune. La température moyenne à sa surface est de 27 degrés Celsius. Quelles planètes sont visibles depuis la Terre? Mercure est la plus proche du Soleil dans notre système solaire, mais comme elle est si proche de l'étoile, tu ne peux la voir que juste avant et juste après le lever du Soleil, au petit matin et au crépuscule. De près, elle ressemble un peu à notre bonne vieille Lune. La planète n'a pas d'atmosphère et les températures à sa surface sont extrêmes, 427 degrés Celsius le jour et moins 179 degrés Celsius la nuit. Vénus est le deuxième objet céleste le plus brillant après la Lune. C'est l'une de nos plus proches voisines. C'est aussi celle qui ressemble le plus à la Terre en termes de gravité, de taille, de masse et de densité moyenne. Malheureusement, tu ne pourras pas voir la surface de Vénus depuis la Terre. Une épaisse couche de nuages cache la planète. Jupiter peut être le 3e ou le 4e objet le plus brillant du ciel. Cela dépend de Mars, qui brille parfois plus fort que la géante gazeuse. Tu peux particulièrement bien voir Jupiter en été. La caractéristique la plus marquante de la géante gazeuse est sa grande tache rouge. C'est une énorme tempête qui fait rage à la surface de la planète depuis des siècles. Même si la plus grande planète du système solaire ressemble à une sphère solide, tu ne pourrais pas atterrir à sa surface. Jupiter est principalement composé de gaz, surtout de l'hélium et de l'hydrogène. Saturne est la 2e plus grande planète du système solaire. C'est la dernière des 5 planètes que tu peux voir depuis la Terre à l'œil nu. Saturne est incroyablement loin de la Terre, mais ses anneaux uniques t'aident à reconnaître instantanément cette colossale planète. On peut toutefois déplorer que l'élément caractéristique de Saturne ne soit visible qu'à travers un télescope. À propos, plus de 700 terres tiendraient dans Saturne. En même temps, la densité de la géante gazeuse ne représente qu'un 1/8 de celle de la Terre. C'est pourquoi la masse de Saturne est à peine 95 fois supérieure à celle de notre planète. Quelles planètes du système solaire sont les plus proches les unes des autres? Les astronomes pensent que Mercure est la plus proche de toutes les autres planètes du système solaire. Ce qui est surprenant quand on sait que Vénus tourne autour du Soleil entre Mercure et la Terre. N'est-elle pas censée être plus proche de notre planète? Vénus est en effet assez proche de la Terre, mais seulement pendant une très courte période de son orbite. Le reste du temps, Vénus est beaucoup plus éloignée. A l'inverse, l'orbite de Mercure ne permet pas à la planète de s'éloigner trop du Soleil. Et elle est donc plus proche de la Terre plus de 50% du temps. Le même principe s'applique aussi avec les autres planètes. Même la géante gazeuse Neptune est plus éloignée d'Uranus que de Mercure.
La plupart du temps, les deux plus grosses planètes se trouvent sur les côtés opposés du système solaire. Leurs orbites les amènent parfois proches l'une de l'autre, mais cela arrive très rarement. Et que dire des planètes en dehors du système solaire? Les astronomes ont récemment découvert deux mondes qui voyagent autour de la même étoile. Leurs orbites sont souvent si proches l'une de l'autre que chaque planète ressemble à une énorme pleine lune depuis la surface de l'autre. Cela se produit tous les 97 jours terrestres. Ces planètes se trouvent à environ 1200 années-lumière de la Terre. Leur composition et leur taille sont différentes, mais la distance qui les sépare n'est que de 2 millions de kilomètres. C'est 5 fois la distance entre la Terre et la Lune, et c'est plus proche que toutes les distances connues des astronomes entre deux planètes. L'un de ces deux mondes nouvellement découverts est plus de 4 fois plus massif que notre Terre. Il est probable qu'il soit rocheux. L'autre est une planète gazeuse de la taille de Neptune et presque 8 fois plus massive que notre planète. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à expliquer comment des corps spatiaux aussi radicalement différents se sont retrouvés sur des orbites aussi similaires. Lorsque les planètes explosent, ça peut chauffer très fort. Les atmosphères sont balayées, les morceaux de roche volent en éclats, tout est pulvérisé. L'espace autour devient plus brillant qu'une douzaine de soleils. Tu fermes les yeux et tu te couvres les oreilles. Tes cheveux se hérissent. La puissance brute d'une explosion cosmique est terrifiante. Quelque temps avant l'explosion, tu es en vol stationnaire dans une obscurité presque totale. En dessous, tu vois la Lune, ou ce que tu crois ressembler à la Lune. La surface de cette sphère de couleur claire est parsemée de cratères laissés par des météorites. Tu vois d'énormes collines escarpées qui s'étendent sur des kilomètres. En fait, il s'agit de Mercure, et tu t'apprêtes à la faire exploser. Comme au ralenti, tu regardes la planète voler en éclats. Et puis en un clin d'œil, tu vois un mur de débris se rapprocher de toi. D'abord des fragments de roches géants, c'est tout ce qui reste de la croûte solide et du manteau rocheux de la planète. Puis l'aspect et la structure des débris qui volent dans ta direction changent. Maintenant, ces choses ont l'air liquides, comme des éclaboussures de vif argent. C'est le noyau métallique de Mercure qui éclate. Il occupait 85% du volume de la planète. Et enfin, c'est à nouveau un feu d'artifice de morceaux solides. C'est le noyau solide de la planète. L'explosion est si puissante qu'elle envoie la Terre sur une autre orbite. Le Soleil a un hoquet et avale un énorme nuage de poussière. C'est tout ce que Mercure a laissé derrière elle. Mais ne t'inquiète pas, notre système solaire ne perdra pas de planète aussi facilement. Toute cette histoire d'explosion n'est qu'une expérience temporaire. Une fois que tu as fini de regarder le spectacle, tu appuies sur un autre bouton. Et la planète se reconstitue comme si tu avais rembobiné. Tu t'approches de la prochaine planète sur ton chemin. Sa surface se cache sous une atmosphère très dense composée de dioxyde de carbone. Si tu décidais d'atterrir sur Vénus, tu verrais passer d'épais nuages d'acide sulfurique. Tu verrais la surface de la planète d'un brun rougeâtre, sèche et incroyablement chaude. Tu marcherais probablement sur des plaines plates et lisses, couvrant 2/3 de la surface de la planète. Et tu resterais bouche bée devant les 1600 volcans qui parsèment Vénus. Malheureusement, tu ne pourras pas faire tout ça car tu appuies sur le bouton. Boum! D'énormes morceaux de basalte sont projetés depuis le centre de l'explosion. C'était la croûte de la planète, épaisse de 19 km. Puis, tu aperçois des météores brillants et brûlants qui volent vers toi à une vitesse phénoménale. Ce sont des morceaux du manteau rocheux en fusion de Vénus. La pluie de feu semble infinie, peut-être parce que le manteau avait une épaisseur de 1900 km. Mais ce n'est pas la partie la plus massive de la planète. La puissance de l'explosion fait éclater le noyau ferreux de Vénus. Ce noyau était 2 fois plus large que le manteau. Tu atteins une bille bleue qui n'est autre que ta planète natale. À quoi ressembleront ces entrailles dispersées dans l'espace? Vue d'en haut, la Terre est jolie. 71% de sa surface est bleue à cause de toute cette eau, mer et océan. Il y a aussi des zones de vert, de jaune et des tourbillons bruns et blancs. Tu appuies sur le bouton. La planète éclate dans une grêle de roches. C'est ce qui reste de la fine croûte terrestre et du manteau, beaucoup plus épais. Ce dernier occupait près de 84% du volume de la planète. Tu vois la pluie rocheuse se transformer en quelque chose de beaucoup plus liquide. C'est du fer et du nickel brûlant qui constituaient le noyau externe de la Terre.
Ces métaux ne subissaient pas assez de pression pour être solides. La détonation est si puissante qu'elle fait éclater le noyau interne de la Terre. C'est une boule solide de fer et de nickel. Une fois que les morceaux se sont séparés, ils suivent leur propre orbite autour du Soleil. Les morceaux les plus massifs s'écrasent sur la Lune et certains voyagent plus loin avant d'être avalés par notre étoile. Tu ne peux pas t'attarder, la planète rouge t'attend. La surface de Mars est couverte de poussière de couleur rouille. L'épaisseur de la couche de poussière varie d'une zone à l'autre, mais dans la plupart des endroits, elle fait 2 mètres d'épaisseur. Le sol est de couleur or, marron, beige et même verdâtre. La teinte dépend des minéraux qui composent le sol. La surface de la planète est rocheuse, elle est couverte de lits de lacs asséchés, de cratères, de volcans et de canyons. Boum! Mars est une planète rocheuse. Tu dois esquiver des morceaux de croûte de la taille d'une montagne composés de basalte volcanique. Ce que tu vois ensuite te donne l'impression que tu as fait exploser d'énormes quantités de dentifrice à base de roches molles. C'est le manteau de Mars, composé d'oxygène, de silicate et d'autres matériaux. Et puis les morceaux volants redeviennent solides. Ah, c'est autour du noyau de la planète. Il était solide, composé principalement de fer, de nickel et de soufre. Des milliards de fragments de toute taille, de quelques mètres à plusieurs milliers de kilomètres de diamètre, sont projetés dans toutes les directions. Mais seuls quelques-uns ont suffisamment d'élan pour quitter le système solaire. L'événement entier modifie légèrement l'orbite de la Terre, et la température sur notre planète augmente de 10 degrés Celsius. Tu laisses les planètes rocheuses derrière toi, et tu te rapproches de la première géante gazeuse sur ton chemin, Jupiter. D'épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs cachent sa surface. Ils donnent à la planète un aspect coloré et joliment rayé. Tu appuies sur le bouton. Cette fois, le spectacle est différent. Au lieu de morceaux de croûte solide, tu vois des jets de gaz qui accélèrent depuis le centre de la planète. C'est ce qui composait l'atmosphère de Jupiter, faite d'hydrogène et d'hélium gazeux. En un rien de temps, la matière qui s'échappe dans l'espace devient liquide. C'est l'hydrogène qui change de forme sous l'immense pression atmosphérique qui règne au plus proche du centre de la planète. Un peu plus tard, le liquide est déjà un mélange d'hydrogène métallique et d'hélium. Et enfin, quelque chose de solide. C'était probablement le noyau de Jupiter, 14 à 18 fois la masse de la Terre. Le diamètre de la géante gazeuse était d'environ 145 000 km. Mais l'explosion ne dure pas plus d'une demi-seconde. Elle est cependant si forte qu'elle fait s'évaporer les planètes plus petites comme Mars et la Terre. Le Soleil reste à peu près intact. Il devient plus chaud et plutôt instable pendant un moment. Mais cela ne dure pas longtemps. La prochaine géante gazeuse sur ton chemin est Saturne. À première vue, on dirait que la planète a une surface. La sphère brun-jaune, apparemment solide, est entourée de couches de nuages. Les anneaux caractéristiques de Saturne sont impressionnants et colorés, gris, beige et brun. Ce sont en fait des groupes de petits anneaux composés de morceaux flottants de glace, de roches et de poussière. Ces morceaux vont de la taille d'un caillou à celle d'un énorme gratte-ciel. En orbite autour de Saturne, ils ne cessent d'entrer en collision et les plus gros morceaux se brisent. Tu es surpris de voir que les anneaux ne sont pas parfaitement ronds. Ils présentent des courbures causées par la force gravitationnelle des lunes voisines. 53 d'entre elles ont été répertoriées à ce jour. Titan, un monde glacé plus grand que notre Lune et même que Mercure, est la plus grande d'entre elles. Ce que tu vois ressemble étrangement à ce qui s'est passé lorsque tu as fait exploser Jupiter. Il n'y a qu'une seule différence. Les anneaux de Saturne se brisent, envoyant des roches et de la glace voler dans l'espace à une vitesse incroyable. Les plus gros morceaux s'écrasent sur les lunes de la planète, détruisant totalement les plus petites d'entre elles. Tu vois des courants de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, avec un peu de méthane, d'ammoniac et d'eau. Ils s'éloignent à une vitesse vertigineuse de l'endroit où se trouvait le centre de la planète. Ensuite, des éclaboussures de matière liquide, c'est de l'hydrogène liquide qui devient ensuite métallique. Et enfin, les morceaux du noyau solide constitués de matériaux rocheux. Tu as maintenant devant toi la magnifique sphère bleu-vert de la géante glacée Uranus. La planète prend cette teinte inhabituelle lorsque la lumière du Soleil se reflète sur sa surface. De plus, l'atmosphère d'Uranus est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, avec des traces de méthane gazeux qui absorbent la lumière rouge. Quoi qu'il en soit,
badaboum! Cette fois, ce sont d'abord d'énormes blocs de glace qui se précipitent dans ta direction. Ils constituent la partie du manteau glacé de la planète qui représentait 80% de son volume total. Mais pourquoi cette glace a-t-elle l'air liquide? Sur Uranus, le liquide gelé n'est pas solide comme sur Terre. La glace est un fluide chaud et dense composé d'eau, de glace d'ammoniac et de méthane. On l'appelle souvent l'océan au ammoniac. Après l'étrange pluie de glace, tu vois des morceaux solides du noyau rocheux de la planète. Il était petit, pas plus de la moitié de la masse de la Terre. Certaines des lunes d'Uranus sont pulvérisées dans l'explosion, et plusieurs sont même éjectées hors du système solaire. L'explosion déplace aussi légèrement l'orbite de Neptune. Et enfin, c'est au tour de la dernière planète sur ton chemin. Neptune est bleu à cause d'une couche de gaz tourbillonnante et de nuages permanents. Pas le temps de s'attarder. Boum! La planète n'a pas de surface solide. C'est pourquoi, après avoir appuyé sur le bouton, tu vois le manteau liquide de Neptune éclater. Il ressemble à un ballon rempli d'eau jeté du 50e étage. Cela envoie des éclaboussures d'eau, d'ammoniac et de méthane glacé dans l'espace. Elles sont suivies par des restes du manteau de la planète, ressemblant à de la lave. Il était liquide, rougeoyant et riche en méthane, en ammoniac et en eau. Et voici ce qui reste du noyau solide de Neptune, composé de fer et d'autres métaux. Nous nous sommes énormément concentrés sur la recherche de vie sur Mars, alors qu'il y a un joyau qui n'attend que d'être exploré. Cette planète est la 6e plus éloignée du Soleil et la 2e plus grande du système solaire. Elle se trouve juste derrière Jupiter, je te parle de Saturne, ou comme on l'appelle parfois, le joyau du système solaire. Elle est complètement différente de notre planète. Tout d'abord, tu ne pourrais pas y tenir debout. Alors que la Terre est constituée de roches et d'autres matériaux solides, cette planète est une boule géante composée principalement de gaz. Si tu trouvais une piscine suffisamment grande pour contenir Saturne, tu verrais cette planète flotter sur l'eau. Pas étonnant, c'est la planète la moins dense du système solaire. Elle contient aussi beaucoup d'hélium, ce gaz que l'on met dans les ballons pour les faire flotter en l'air. Saturne est une planète très venteuse. Les vents y sont plus de 4 fois plus forts que ceux que nous avons sur Terre. Une journée là-bas dure 10 heures et 14 minutes, car Saturne tourne sur son axe très rapidement. Mais elle prend son temps pour faire le tour du Soleil. Une année y équivaut à 29 années terrestres. Le rayon de Saturne fait plus de 58 000 km. Ça signifie que la géante gazeuse est 9 fois plus grosse que notre planète. Si la Terre faisait la taille d'une pièce de monnaie, Saturne serait aussi grande qu'un ballon de volley. Même si d'autres planètes de notre système solaire ont aussi des anneaux, ceux de Saturne sont les plus spectaculaires. On peut même les voir depuis la Terre. Il n'est pas nécessaire d'être un scientifique ou de posséder un équipement très coûteux, un simple télescope suffit. Les anneaux de Saturne ne sont pas fixes, ils sont constitués de poussière, de roches et de glace. Certaines de ces poussières font la taille d'un grain de sable et d'autres sont aussi grosses qu'une maison ou qu'une montagne. Il s'agit en fait de fragments d'astéroïdes, de comètes et de lunes qui se sont fragmentés avant d'atteindre Saturne. Ils ont ensuite été mis en pièces par la forte attraction gravitationnelle de la planète. Saturne a plus de 50 lunes et récemment, les scientifiques ont découvert une activité hydrothermale inhabituelle sur l'une d'entre elles. Enceladus est la 6e plus grosse lune de Saturne. Elle a 4 rayures de tigre près de l'un de ses pôles. Et on a découvert qu'il y a un océan juste en dessous. De l'eau et de la glace surgissent de ces rayures. On peut donc du coup se demander s'il y a de la vie. Dans nos océans, certaines formes de vie se rassemblent autour de sources hydrothermales similaires. Elles se nourrissent des composés chimiques qui s'y trouvent, tout comme les plantes de surface le font avec la lumière du soleil. De plus, certains des plus anciens microbes de notre planète se nourrissent de la même énergie que celle produite dans l'océan d'Enceladus. Cela pourrait signifier que de la vie s'y développe en ce moment même. Bien sûr, il faut des millions d'années pour que les organismes les plus simples apparaissent. Mais avec un peu de chance, on aura besoin de moins de temps pour trouver des formes de vie plus complexes. Il existe des millions d'exoplanètes dans l'espace, et les scientifiques sont à la recherche de celles potentiellement habitables. Les exoplanètes sont les planètes qui se trouvent en orbite autour d'étoiles autres que notre Soleil. Les étoiles naines sont plus petites et moins lumineuses que le Soleil. Certaines ont plus de 10 milliards d'années. C'est bien assez de temps pour que des organismes vivants s'y développent et évoluent vers une forme plus complexe.
La vie pourrait apparaître sur les planètes orbitant autour de ces étoiles naines, ou comme pour Saturne, sur l'une de leurs lunes. Et voici Gliese 876b, qui orbite autour de l'étoile naine rouge Gliese 876. Cette planète est encore très mystérieuse, mais les scientifiques pensent qu'il s'agit d'une géante gazeuse dépourvue de surface solide. Son atmosphère ne comporterait pas de nuages, mais il pourrait y avoir de l'eau sous forme liquide à la surface de cette planète. Teegarden B tourne autour d'une naine rouge située à environ 12 années-lumière de notre système solaire. Sa masse est juste un peu plus élevée que celle de la Terre. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait avoir une surface rocheuse. Cette planète met environ 5 jours pour compléter son orbite. Cela signifie qu'une année sur Teegarden B est en fait plus courte qu'une semaine sur Terre. Et quelque part plus loin, il y a une autre planète potentiellement habitable nommée Kepler 1638b. Bon, elle se trouve en fait à 3000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Cette planète est 4 fois plus lourde que la Terre et 2 fois plus large. Il lui faut environ 260 jours pour effectuer une orbite autour de son étoile. Sa gravité est plus forte que la nôtre, il serait extrêmement difficile d'essayer de sauter à sa surface. Et voici une autre Kepler. Cette fois, il s'agit de Kepler 62e, qui fait plus d'une fois et demie la taille de la Terre. Les scientifiques pensent qu'elle possède une atmosphère chaude, humide et hospitalière, avec un ciel nuageux. 1200 années-lumière séparent la Terre de cette planète. Kepler 62e met 122 jours pour tourner autour de son étoile. Sa voisine, Kepler 62f, est aussi potentiellement habitable. C'est une planète environ 40% plus grande que la Terre. On pense qu'elle pourrait être recouverte d'eau. Les océans de notre planète regorgent de créatures et d'organismes de toute taille. Il y a donc de fortes chances que cette planète héberge également des êtres vivants, ou du moins qu'elle ait le potentiel de développer la vie. Lorsque nous disons habitable, cela ne signifie pas que la vie y existe forcément. Cela signifie juste qu'elle réunit les conditions permettant à certaines formes de vie de s'y développer. LHS 1140b est une planète située dans l'une des zones potentiellement habitables. Contrairement à ses cousines gazeuses, elle est solide et assez rocheuse. Son rayon est 60% plus grand que celui de la Terre et sa masse 7 fois plus élevée. C'est l'une des planètes les plus denses découvertes ici. Puisque cette planète est très massive, son atmosphère doit être plus épaisse et la gravité à sa surface doit être beaucoup plus forte que sur Terre. C'est pourquoi tu aurais sûrement du mal à y tenir debout. Salutations de Trappist 1, une naine de la constellation du Verseau. Elle se trouve à environ 39 années-lumière de nous. 7 planètes rocheuses de la taille de la Terre sont en orbite dans la zone habitable de cette étoile. Toutes peuvent potentiellement contenir de l'eau à leur surface. La température de ces planètes est plus ou moins similaire à celle de la Terre. Sur la Lune, la gravité ne représente que 16% de celle que nous avons sur notre planète. C'est pourquoi les astronautes pouvaient à peine contrôler leur mouvement lorsqu'ils y ont mis le pied. Mais concernant la gravité des planètes de Trappist 1, tu t'y sentirais bien plus à l'aise. Et revenons vers Kepler. Cette fois, il s'agit de Kepler 452b. C'est une planète rocheuse, 60% plus grande que la Terre. Son étoile est similaire au Soleil. Cette planète a en fait passé environ 6 milliards d'années dans la zone habitable, alors que la Terre s'y trouve depuis seulement 4 milliards et demi d'années. Cette planète met 385 jours pour tourner autour de Kepler 452, qui est environ 20% plus brillante que notre Soleil, mais qui a la même température. Mais ce système est très loin de notre petite oasis. Il nous faudrait 28 millions d'années pour y arriver. Et voici KOI 7711.01. C'est une autre planète intrigante, située à 1700 années-lumière de nous. Elle est seulement 30% plus grande que la Terre et elle reçoit presque la même quantité de chaleur que nous recevons de notre Soleil. Un jour, l'homme pourrait commencer à coloniser la galaxie et chercher de nouvelles planètes pour y vivre. Nous devrions alors faire de très longs voyages et peut-être qu'un jour, nous atteindrions Proxima Centauri. C'est un système relativement proche qui possède des planètes que nous pourrions potentiellement habiter, comme Proxima Centauri b. Elle se trouve à plus de 4 années-lumière de la Terre. Et même si cela ne semble pas si loin à première vue, ça l'est en réalité. Il faudrait environ 6300 ans pour s'y rendre avec les technologies actuelles. Cela nécessiterait beaucoup de générations pour faire un tel voyage, et il faudrait encore plus de temps pour réussir à habiter ce nouveau monde.
Les gens naîtraient et mourraient dans des vaisseaux spatiaux, y passant une vie entière, sans jamais voir ni la Terre, ni la planète vers laquelle ils se dirigent. À la place des arbres, des montagnes et des rivières, il n'y aurait que le néant qui s'étalerait à perte de vue. Ils ne pourront jamais se promener dans des rues inconnues, respirer l'air frais, sentir le vent. Le seul endroit où ils pourraient voyager serait leur propre vaisseau. Certes, un tel voyage ne serait pas simple, mais peut-être que cela vaudrait le coup si cela nous permettait de construire des mondes aussi beaux que celui dans lequel nous sommes nés. Mais est-ce seulement possible? L'avenir nous le dira. Le truc étrange au sujet de Formal OB n'est pas son nom, mais le fait qu'elle n'existe pas. Elle a été photographiée pour la première fois en 2008 et a fait sensation. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'une exoplanète massive, mais il s'est avéré que sa masse est faible et qu'elle est en train de tomber en morceaux de poussière en ce moment. Elle agit comme un nuage de poussière massif. Gliese 1214b est assez extraordinaire avec son environnement vaporeux. Attends, mais la vapeur est le résultat de l'évaporation de l'eau, n'est-ce pas? En fait, cette planète chaude est pleine de substances semblables à l'eau. Elle est définitivement plus chaude que notre planète, avec ses 120 à 280 degrés Celsius. Il peut également s'agir d'une planète océan, mais on en sait encore très peu sur elle, car elle n'a été découverte qu'en 2009. Si tu t'es déjà demandé ce que c'était que de marcher sur de la glace et des charbons ardents en même temps, nous te présentons Gliese 436b. Étant extrêmement proche de son Soleil, cette exoplanète de la taille de Neptune affiche des températures plus chaudes qu'un four brûlant. Et pourtant, elle est recouverte de glace qui brûle sans cesse. Cette glace est beaucoup plus dense en raison de l'énorme gravité de la planète, et elle reste solide même dans des conditions extrêmes et ne fond pas. Mais Gliese semble être un endroit agréable avec un climat assez doux comparé à celui de Corot 7b, qui ressemble à un four. Sa température est supérieure à 2200 degrés Celsius. Associée à sa surface rocheuse, elle présente une sorte de paysage souterrain. Les roches au sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère, où elles se refroidissent et retombent finalement à la surface sous forme de pluie de soufre. Le plus triste dans l'histoire de Corot 7b est qu'elle aurait pu être une géante gazeuse dont l'atmosphère aurait fondu sous l'effet de la chaleur, ne laissant que le noyau brûlé. Corot 3b n'est ni aussi chaude que la précédente, ni aussi froide que de nombreuses autres planètes. C'est une géante gazeuse de taille similaire à Jupiter, mais 20 fois plus dense. Cela fait que la gravité de cette exoplanète pèse sur tout ce qui se trouve à sa surface 50 fois plus qu'elle ne le ferait sur Terre. Marcher dessus serait la mort ultime, car tu serais immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. TRES 2b est une planète où la nuit ne se termine jamais. Et il ne s'agit pas d'une nuit ordinaire où les étoiles brillent dans un ciel magnifique. Ici, il fait nuit noire et il fait une chaleur torride. TRES 2b est une géante gazeuse environ 1,5 fois plus massive que Jupiter. Et sa surface absorbe mieux la lumière que le charbon. Elle pourrait aussi avoir une faible lueur rouge foncé à cause de son air brûlant qui est aussi chaud que de la lave fraîche. On pourrait croire à tort que Saturne possède un environnement favorable à la Terre. Certaines couches de cette sphère gazeuse géante présentent en fait des conditions de température assez agréables. Si tu plonges dans Saturne, tu arriveras à une couche avec des molécules liquides à 0 degrés Celsius, ce qui ressemble à la Terre. De toute façon, ce n'est qu'une couche mineure et le reste de la planète est glacial. Donc, tu ne pourras jamais atterrir sur Saturne et être le même être humain que sur Terre. Mais tu peux y devenir une sorte de boule de neige ou un cristal de glace. Quant à Jupiter, tu as peut-être déjà deviné qu'il n'y a pas de terre ferme. Cette planète est composée d'hydrogène et d'hélium. C'est donc une autre sphère gazeuse sur laquelle on ne peut pas marcher. Mais c'est un peu différent de Saturne. On ne plongerait pas dans Jupiter, on y flotterait plutôt. Cette planète ressemble à un nuage géant, et si tu te posais dessus, ce serait comme marcher dans un brouillard super épais. Les températures fluctuent beaucoup ici, ça gèle à la surface. Contrairement à Saturne, plus tu plonges profond, plus cette sphère gazeuse devient brûlante. L'oxygène est généralement considéré comme un élément susceptible d'apporter la vie à une planète, mais ce n'est absolument pas le cas d'Osiris. Les scientifiques ont été choqués de trouver de l'oxygène sur cette planète, ou plutôt autour d'elle, car elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Cette distance extrême fait d'Osiris un creuset vivant où tout ce qui peut brûler brûle. Elle est également responsable de l'orbite très courte de la planète autour de son étoile. Une année sur Osiris correspond à seulement 3,5 jours sur Terre.
De plus, l'atmosphère de la planète est constamment fondue par la chaleur de son soleil. WASP-76b est une autre planète étrangement dangereuse où il pleut. Non, pas des guêpes. Il fait si chaud là-bas, plus de 2370 degrés Celsius, que cela vaporise le fer et il pleut donc du fer. C'est une autre géante gazeuse, tout comme Jupiter. Son extrême proximité avec le Soleil divise la planète en deux. Une moitié a un jour sans fin, tandis que l'autre a une nuit éternelle. Voici WASP-12b, l'une des planètes les plus étranges et les plus tristes qui existent. L'énorme gravité de son étoile, combinée à la planète constituée principalement de gaz, résulte dans le fait que l'étoile dévore lentement son protégé. WASP-12b a déjà pris la forme d'un œuf tendu vers son impitoyable Soleil, et incapable de faire quoi que ce soit de sa condition. Dans 10 millions d'années encore, la planète succombera inévitablement à l'appétit vorace de l'étoile. Aucune liste des planètes les plus étranges ne pourrait se passer de Vénus, la jumelle maléfique de la Terre. La deuxième planète en partant du Soleil a une atmosphère si épaisse et pleine de nuages que sa surface est beaucoup plus chaude que celle de Mercure, bien qu'elle soit un peu plus éloignée du Soleil. Des éruptions volcaniques secouent constamment Vénus. Sa gravité est presque 100 fois plus forte que la nôtre, et ces nuages dont j'ai parlé ne sont pas faits d'eau, mais d'acide sulfurique, qui se condense et tombe en pluie sur le sol, ajoutant au brasier. Mais même si tu étais assez courageux ou fou pour essayer de traverser ces nuages, tu ne pourrais probablement pas le faire. Les vents qui soufflent là-haut sont aussi forts que certains des ouragans les plus puissants sur Terre. Une autre planète froide et glacée est celle que je n'ose pas prononcer. Bien que l'étoile haute ne soit pas très éloignée, il s'agit d'une petite naine rouge plutôt froide dont la lumière et la chaleur atteignent à peine la planète. Les températures qui règnent là-bas descendent jusqu'à moins 223 degrés Celsius, ce qui est à peine plus chaud que le zéro absolu. L'exoplanète est donc sombre, lugubre et couverte de glace éternelle. Néanmoins, si elle possède un noyau rocheux, elle pourrait générer un peu de chaleur. Il est donc possible que sous la surface gelée, nous puissions construire un hôtel thermal pour les voyageurs de l'espace. La prochaine planète bien compliquée à prononcer est la seule exoplanète en orbite autour de son étoile, et à première vue, elle est plutôt jolie. Des tourbillons bleus et blancs formant de merveilleux motifs à la surface. Mais ces couleurs agréables proviennent en fait des particules de silicate dur présentes dans l'atmosphère de la planète, ce qui signifie qu'il y pleut du verre. Mais le pire est que les vents atteignent la vitesse de 8700 km/h, soit près de 7 Mach. À titre de comparaison, la vitesse du vent le plus rapide sur Terre est de 409 km/h, soit 20 fois moins. Ainsi, le verre tombant du ciel se déplace horizontalement à des vitesses hypersoniques, déchiquetant tout sur son passage. Voici un autre nom qu'on va juste laisser sur l'écran, merci. Cette planète magnétique, appelons-la SIMP, possède probablement les meilleures aurores de l'univers, laissant nos aurores boréales dans l'ombre. Dimidium, située à environ 50 années-lumière de notre système solaire, est une planète hostile à toute forme de vie à bien des égards. Elle est verrouillée de manière tidale à son Soleil, ce qui signifie qu'un de ses côtés est toujours tourné vers l'étoile, tandis que l'autre est toujours vers l'autre côté. Le côté chaud est chauffé à plus de 980 degrés Celsius et est perpétuellement balayé par des vents atteignant 965 km/h. Bien que Dimidium soit une géante gazeuse, elle contient une grande quantité de fer qui fond et s'évapore dans l'atmosphère, créant des nuages. Et lorsque ceux-ci se refroidissent, ils tombent sur la surface sous forme d'une pluie infernale de fer fondu. Dans le système stellaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses semblables à Jupiter et Saturne. Mais la cinquième, ou plutôt la première, car elle est la plus proche de l'étoile, est différente d'une façon tout à fait horrible. 55 Cancri est si proche de son Soleil que la moitié de la surface de la planète est un véritable océan de lave en fusion. L'autre moitié est dans une obscurité éternelle car elle ne voit jamais le Soleil. La planète est toujours tournée vers son étoile d'un seul côté. Et entre le brûlant et l'obscurité, il y a la zone crépusculaire, une mince bande de néant lugubre. Le système, dont je ne vais même pas tenter de prononcer le nom, compte 3 exoplanètes qui sont toutes lentement détruites par leur propre étoile. Cela se produit parce que cette étoile n'est pas une étoile ordinaire, c'est un pulsar, un noyau d'étoile explosé qui tourne rapidement. Il crée de puissantes impulsions électromagnétiques dans plusieurs directions, tout en tournant plusieurs milliers de fois par seconde.
En conséquence, les planètes en orbite autour de cette étoile défunte sont lentement rongées et finiront par disparaître complètement. Des océans de magma, des vents supersoniques, une chaleur torride et au lieu de la pluie, un tas de pierres qui te tombent sur la tête. Une journée assez banale, n'est-ce pas? Les astronomes ont récemment découvert une nouvelle superplanète. K2 141b est une exoplanète qui se trouve à environ 200 années-lumière de la Terre et qui a sérieusement besoin d'un nouveau nom. Le terme exoplanète est juste une façon fantaisiste de dire qu'une planète tourne autour de sa propre étoile dans un autre système solaire. Mais alors, qu'est-ce qui rend K2 141b si effrayante? Pense à notre jolie petite planète bleue, la Terre. Maintenant, imagine que tous les volcans du monde entrent soudainement en éruption en même temps, et que la lave recouvre les océans et les mers. Des ouragans violents, des milliers de fois plus rapides que la normale, soufflent partout 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il se met à pleuvoir des rochers de temps en temps. Oui, des rochers. Cette planète effrayante est entrée dans nos vies il y a environ 2 ans, et les scientifiques l'étudient toujours. Alors à quoi ressemble une journée typique là-bas? Pour commencer, n'essaie même pas de respirer. L'oxygène a décidé de bouder cette planète. Il faudra que tu t'habitues au sodium, au monoxyde de silicium et au dioxyde de silicium. Comme tu peux l'imaginer, cela n'est pas très pratique. Et on ne fait qu'effleurer la surface. Qui sait quels autres produits chimiques recèlent cette planète exotique? Passons aux océans de magma. La surface de la planète est couverte de magma fondu à perte de vue. Cette planète de lave orbite très près de son étoile, c'est pourquoi sa surface est si ardente. Les planètes les plus proches de notre Soleil sont Mercure et Vénus, mais cette planète est encore plus proche de son étoile. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que la moitié de la planète connaît le jour en permanence, tandis qu'il fait toujours nuit sur l'autre moitié. La planète est bloquée par les marées, tout comme notre Lune. Peu importe combien de temps tu la regardes, tu ne verras jamais la face cachée. C'est pourquoi la face brûlante et ardente est si chaude et déborde d'océans de magma, tandis que l'autre face est dans un état constant de gel. Si le magma ne te brûle pas, tu n'es pas sorti d'affaire pour autant, et s'il te plaît, ne regarde pas en haut. Il pleut des pierres. Sur Terre, l'eau se transforme en vapeur, monte, forme des nuages, se refroidit et retombe sous forme de pluie. Là-bas, sur la planète boule de feu, c'est exactement la même chose, sauf que ce sont des morceaux de roche. La planète est si chaude qu'elle vaporise les roches. Oh, et n'oublie pas les vents supersoniques avec des vitesses allant jusqu'à 5000 km/h. Imagine que ton chapeau s'envole de ta tête à une vitesse 5 fois supérieure à celle d'un avion. La rafale de vent la plus puissante sur Terre a été le cyclone tropical Olivia, qui a frappé l'Australie. Il a soufflé à 400 km/h. Maintenant, imagine 12 fois cette vitesse. Le côté ensoleillé de la planète connaît des températures allant jusqu'à 2700 degrés Celsius. La température la plus élevée jamais atteinte à la surface de la Terre a été enregistrée en Californie, avec 57 degrés Celsius. Il est assez fréquent que l'on s'approche de cette température dans le désert du Sahara, mais ce genre de chaleur est loin d'être suffisant pour faire évaporer les roches. Si tu as grandi près d'un désert, tu sais déjà combien il fait toujours sec et chaud. Mais savais-tu que les déserts peuvent aussi atteindre des températures glaciales? Par définition, un désert est une large zone avec peu ou pas de précipitations. Cela signifie qu'il n'y a pas de vapeur d'eau pour empêcher les températures d'atteindre des extrêmes. Pendant la journée, le soleil chauffe le désert comme un four. Mais quand il se couche, la chaleur s'échappe vers le ciel et il peut faire très froid. Certains déserts ont même atteint moins 40 degrés Celsius la nuit. Mais attends, ne devrait-il pas y neiger s'il fait si froid? Certains déserts ont déjà été blanchis ici ou là. Mais comme il n'y a pas de vapeur d'eau, il ne peut pas y avoir autant de neige. Juste des nuits sahariennes sèches, glaciales et sablonneuses. D'ailleurs, le désert du Sahara n'est pas le plus grand désert de la Terre. C'est l'Antarctique. 13 millions de kilomètres carrés de glace sèche. Presque pas d'habitants, mais une foule de pingouins. Oui, techniquement, les pingouins vivent dans un désert. Retour à la planète boule de feu, cette fois-ci du côté sombre. Il y règne une obscurité sans fin et un froid extrême, environ moins 200 degrés Celsius. Ajoute-y des vents supersoniques, la température la plus froide sur Terre a été de moins 90 degrés Celsius dans un centre de recherche en Antarctique. Maintenant, comment cette exoplanète se compare-t-elle à certaines de nos voisines? Eh bien, Mars n'est pas vraiment vivable non plus. C'est la planète rouge, donc on pourrait penser qu'il y fait chaud la plupart du temps. Mais en général, elle est gelée, en tout cas bien en dessous de zéro. Si tu planifies une escapade d'un week-end sur Mars, tu peux laisser ton parapluie à la maison. Il ne pleut ni d'eau ni de rochers, et d'ailleurs, il n'a pas plu là-bas depuis des millions d'années. Au moins, Mars a une alternance de jour et de nuit. Et elle ressemble à la Terre en de nombreux points. L'équateur de Mars est bouillant, tandis qu'il fait assez froid au pôle nord et sud, tout comme sur la Terre. Les scientifiques y ont même découvert de vieux morceaux de neige carbonique.
La planète entière est en fait couverte de dioxyde de carbone avec un peu d'azote ici et là. Les scientifiques ont même signalé d'intenses tempêtes de neige sur Mars. Mais comme il s'agit surtout de neige carbonique, ce n'est pas une tempête de neige typique, c'est plutôt comme une tempête de glace sèche que l'on utilise dans les machines à fumer. Mars n'est pas la seule planète où le climat peut s'affoler. Jupiter est célèbre pour ses monstrueuses tempêtes, très différentes de celles que nous connaissons sur Terre. On parle ici de tempêtes qui durent des siècles. La grande tache rouge sur Jupiter est une tempête vieille de 400 ans, et l'on pourrait y faire tenir 4 terres entières. Elle existe donc depuis un certain temps, mais elle est loin d'être aussi intense que les tempêtes sur K2. Vénus connaît aussi des pluies intenses, mais il ne s'agit pas de pierre. C'est presque pire puisqu'il pleut de l'acide sulfurique. Cet acide peut provoquer de graves brûlures de peau et faire des trous dans ton parapluie. L'atmosphère de Vénus est remplie de dioxyde de carbone qui agit comme un filet pour piéger les rayons du soleil et il y fait une chaleur folle. Mais pas d'océan de magma. Mercure est la planète la plus proche du soleil et elle n'a même pas d'atmosphère. Cela signifie qu'il n'y a pas de tempête, de nuages, de pluie, de vent ou quoi que ce soit. Mercure est un peu comme un désert ici sur Terre, sans vapeur d'eau et sans pluie. Cela signifie que les températures montent en flèche pendant la journée et descendent à des niveaux extrêmes la nuit. L'exoplanète K2 rassemble les éléments les plus extrêmes de tout notre système solaire en une seule et même planète effrayante. Mais nous n'irons pas là-bas de sitôt. Nous ne sommes même pas encore allés sur Mars. C'est très loin dans le futur et 200 années-lumière, c'est un très long voyage. Si nous devions déménager quelque part du jour au lendemain, nous irions probablement nous baser sur la Lune. Pas d'océan de magma, pas de vent à vitesse de distorsion, des températures agréables. Alors, par où commencerions-nous ? Eh bien, il se trouve que les drones et les robots télécommandés sont de plus en plus perfectionnés. C'est bien moins cher de les envoyer pour faire des repérages de la Lune en restant en sécurité sur Terre. Et si nous voulions vraiment commencer à explorer l'espace, nous aurions besoin d'une base spatiale adéquate. Et quel meilleur endroit que notre petite Lune brillante ? Alors pourquoi étudions-nous ces planètes lointaines ? Quel est le but ? Eh bien, les planètes sont comme les gens. Elles ont toutes des âges différents et vivent dans des endroits différents. Plus nous en étudions, plus nous pouvons comprendre pourquoi il y a de la vie sur Terre et pas sur une autre planète, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Lorsque nous découvrons de nouvelles planètes, nous avons de nouvelles idées folles qui peuvent se transformer en inventions géniales qui nous facilitent la vie. Même le simple fait d'aller dans l'espace nous donne de nouvelles idées. Les lentilles anti-rayures, certains équipements de lutte contre les incendies, les systèmes de filtration d'eau, les casques d'écoute sans fil, les appareils dentaires invisibles, ce minuscule aspirateur que tu utilises pour nettoyer les miettes entre les coussins de ton canapé. Ils ont tous été inventés pour aider les astronautes à mieux travailler dans l'espace. Et maintenant, ils rendent notre vie meilleure chaque jour. Peut-être qu'un jour, nous trouverons une nouvelle source d'énergie grâce à une planète ou une étoile lointaine. Ou bien nous découvrirons un nouveau composé qui peut rendre nos bâtiments plus solides ou plus efficaces sur le plan énergétique. Il fait toujours nuit sur la planète TRES 2b. Et ce n'est pas une nuit comme chez nous, avec des étoiles qui brillent dans le ciel. Il fait tout noir et extrêmement chaud. TRES 2b est une géante gazeuse environ 1,5 fois plus grande que Jupiter, et sa surface absorbe la lumière mieux que le charbon. Cette surface présente des nuances rougeâtres en raison de l'air brûlant qui atteint la température de la lave. Sympa. Dans le système solaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne. Mais la 5e, ou plutôt la première, car c'est la plus proche de l'étoile, est affreusement différente. 55 Cancri E est si proche de son Soleil que la moitié de sa surface est recouverte d'un océan de lave. Sur l'autre moitié règne une obscurité éternelle. La planète étant en rotation synchrone, elle est toujours tournée dans le même sens par rapport à son Soleil. Entre les deux moitiés de planète, il y a des frontières, des zones de vide complets et angoissants. HD 189733b, je ne répéterai pas, est la seule exoplanète en orbite autour de son étoile. Vue comme ça, elle est assez jolie. La surface est couverte de motifs bleus et blancs. Mais ces couleurs viennent en réalité de particules de silicate contenues dans l'atmosphère, ce qui signifie qu'il y pleut du vert. Mais le pire, c'est que le vent atteint les 8600 km/h, soit presque égal à Mach 7. Pour avoir un ordre de grandeur, sur Terre, le vent atteint les 408 km/h maximum, soit près de 20 fois moins. Le verre qui se crée dans l'atmosphère traverse donc le ciel à l'horizontale à une vitesse hypersonique et détruit tout sur son passage. Le système suivant, dont je n'essayerai même pas de prononcer le nom, voilà,
compte 3 exoplanètes qui sont toutes peu à peu détruites par leur étoile. En effet, il ne s'agit pas d'une étoile normale, mais d'un pulsar, le noyau d'une étoile morte tournant très rapidement sur lui-même. Il émet un fort rayonnement électromagnétique dans toutes les directions, pendant qu'il tourne autour de son axe plusieurs milliers de fois par seconde. Les planètes qui gravitent autour de cette étoile sont peu à peu absorbées et, à terme, disparaîtront complètement. Kepler-70 est une étoile naine bleue, passée par le stade de géante rouge il y a 18 millions d'années. À l'époque, 2 planètes gravitaient autour de Kepler-70, la plus proche des deux étant une géante gazeuse comme Jupiter. Elle s'appelle Kepler-70b et elle existe encore, mais son étoile l'a entièrement consommée et transformée en un amas de roches flamboyants. C'est l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Sa surface est plus ardente que celle de notre Soleil. Cette planète a réussi à survivre, mais elle est en train de s'évaporer maintenant et elle pourrait bientôt disparaître. WASP-12b est l'une des planètes les plus tristes et bizarres que l'on connaisse. Son étoile la dévore peu à peu à cause de sa forte gravité et de la constitution principalement gazeuse de cette planète. WASP-12b a déjà pris une forme ovale, étendue vers son Soleil, et elle ne peut rien y faire. Dans 10 millions d'années, la planète succombera inévitablement à l'appétit vorace de son étoile. Je dis ça juste pour t'instruire. Si tu t'es déjà demandé quel effet ça fait de marcher sur de la glace et sur des charbons ardents en même temps, sache que Gliese 436b peut te faire vivre cette expérience. Cette exoplanète de la taille de Neptune est très proche de son Soleil et atteint des températures extrêmement élevées. Et pourtant, elle est couverte de glace, qui brûle régulièrement. La glace est beaucoup plus dense à cause de l'importante gravité de la planète et elle reste donc solide, même dans des conditions extrêmes. La liste de ces mondes terribles ne serait pas complète sans Vénus, la jumelle diabolique de la Terre. La deuxième planète du système solaire a une atmosphère si dense et chargée de nuages que sa surface est bien plus chaude que celle de Mercure. Les éruptions volcaniques sont récurrentes, la pression atmosphérique est environ 100 fois plus forte que sur Terre, et les nuages dont j'ai parlé ne sont pas composés d'eau, mais d'acide sulfurique qui se condense et se transforme en pluie. Même si tu étais assez courageux ou assez fou pour avoir envie de traverser ces nuages, tu ne pourrais pas le faire. Le vent y est aussi violent que celui de nos plus puissants ouragans. Un nom très long pour une planète très très froide. Bien que son étoile ne soit pas si éloignée. Il s'agit d'une naine rouge relativement froide, dont la chaleur et la lumière atteignent à peine la planète en question. Les températures là-bas peuvent descendre jusqu'à moins 223 degrés. Pas si loin du zéro absolu. C'est une planète sombre, triste et couverte d'une glace éternelle qui ne fond jamais. Étant donné qu'elle a un noyau rocheux, il se peut qu'elle génère un peu de chaleur et que, sous la surface gelée, se cache un extraterrestre inconnu. Dimidium, une planète située à 50 années-lumière de notre système solaire, est hostile à toute forme de vie pour plusieurs raisons. Elle est en rotation synchrone avec son Soleil, ce qui signifie que l'un de ses côtés fait toujours face à son Soleil et que l'autre est toujours dans l'ombre. Le côté chaud atteint des températures de 980 degrés et des vents constants y soufflent à plus de 1000 km/h. Dimidium a beau être une géante gazeuse, elle contient de grandes quantités de fer qui fond et s'évaporent dans l'atmosphère, en créant des nuages où le fer se refroidit et retombe au sol, sous la forme d'une infernale pluie de métal en fusion. L'oxygène est considéré comme un élément essentiel à la vie sur une planète. Mais ce n'est pas le cas pour Osiris. Les chercheurs ont été choqués de constater la présence d'oxygène sur celle-ci, ou plutôt autour d'elle, puisqu'elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. À cause de cette proximité, Osiris est une sorte de fournaise, où tout ce qui peut brûler brûle. Elle a aussi un tour d'orbite très réduit. Un an sur Osiris correspond à 3,5 jours sur Terre. L'atmosphère de la planète est constamment balayée au loin et anéantie par la chaleur de son Soleil. Corotte Exo 3b n'est pas aussi froide ou aussi chaude que les planètes de cette liste. Mais elle est terrifiante à sa façon.
C'est une géante gazeuse d'une taille semblable à celle de Jupiter, mais 20 fois plus dense. La gravité de cette planète est donc 50 fois plus importante que la gravité de la Terre. Si tu voulais poser le pied sur Corotte Exo 3b, tu serais presque immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. Corotte 7b est encore une planète four. La température moyenne dépasse les 2200 degrés. Sa surface rocheuse rend le paysage vraiment infernal. Les roches au sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère, où elles refroidissent et se transforment en pluie de pierre. Le pire, c'est que Corotte 7b était probablement autrefois une géante gazeuse dont l'atmosphère a été anéantie par la chaleur, laissant seulement ce noyau calciné derrière elle. On pense généralement que les astéroïdes sont les seuls objets flottants dans l'espace, mais des exemples comme celui de OTS 44 nous ont prouvé le contraire. Et ça glace le sang. Imagine une planète environ 11 fois plus grosse que Jupiter, qui erre dans l'espace sans suivre la moindre orbite. Vu sa masse et sa taille gargantuesque, si jamais OTS 44 entrait en collision avec une autre planète, elle la détruirait et continuerait sa route comme si de rien n'était. Encore plus flippant, les chercheurs pensent qu'il existe des millions de planètes semblables qui attendent simplement d'être découvertes. Il n'y a pas de preuves certaines de leur existence, mais en théorie, les planètes de carbone se sont formées quelque part non loin du centre de notre galaxie. Si l'oxygène entrait dans leur atmosphère, il réagirait avec le carbone et se transformerait en CO2, en produisant des nuages noirs toxiques. Au sol, il y aurait des océans de goudron, des geysers de méthane et de pétrole. Il pleuvrait aussi, mais ce ne serait pas exactement une pluie rafraîchissante. Des torrents de pétrole et d'asphalte liquide prendraient feu au contact du sol. Difficile d'imaginer quelque chose qui survivrait dans ces conditions. Tu es au beau milieu de l'océan. Il est infini, mais tu ne peux pas le voir parce qu'il y a un épais brouillard tout autour de toi. Des nuages denses cachent un soleil énorme mais terne. Est-ce le jour ou la nuit? Tu ne sais pas. Tout n'est que brume grise autour de toi. Tu es seul. Même si tu essayes de plonger, au bout de plusieurs heures, tu ne verras toujours pas le fond de l'océan. Car tu es sur une planète aquatique. Ça a l'air assez étrange, mais ces mondes d'eau sont plus intéressants qu'il n'y paraît. Alors, jetons-y un coup d'œil. Une planète océan est une planète qui se compose, comme tu l'as sans doute deviné, principalement d'eau, de glace et peut-être de quelques roches. Pense aux océans de la Terre, leur sombre profondeur, la fosse des Mariannes, les créatures mystérieuses. Et maintenant, peux-tu deviner combien d'espace occupe toute l'eau sur Terre par rapport au volume total de notre planète? Seulement 0,025%. Maintenant, essaye d'imaginer un monde composé de 40 à 60% d'eau. Si tu y plonges, la profondeur peut dépasser les 100 km. Comparé à cela, la profondeur de 10 km de notre fosse des Mariannes n'a pas l'air si impressionnante. La pression y sera énorme. Elle peut atteindre jusqu'à 20 000 fois celle de l'atmosphère terrestre. Cela peut sembler effrayant, mais ce serait quand même génial d'en savoir un peu plus sur ces planètes. Heureusement, d'après les calculs des scientifiques, il pourrait y avoir beaucoup de planètes de ce type rien que dans notre galaxie. Pas besoin d'aller bien loin. Tu peux trouver ces mondes d'eau à l'intérieur même de notre système solaire. Ce ne seront pas des planètes, bien sûr, mais des lunes. Jupiter a Ganymède et Callisto, et Saturne a Titan et Encelade. L'océan peut atteindre jusqu'à 30% de la masse de ces lunes. On ne sait pas encore si ces océans sont recouverts d'une épaisse croûte de glace. Mais on a découvert un bon nombre de planètes océans à part entière. Cela s'explique par le fait que les conditions dans lesquelles ces planètes peuvent exister sont très spécifiques. Par exemple, la planète doit être 6 à 8 fois plus grande que la Terre. Si elle est plus petite, elle aura une surface rocheuse. Et si elle est plus grosse, elle se transformera en géante gazeuse. En même temps, elle doit se trouver dans la zone habitable de son étoile. Un peu plus loin, et la planète se transforme immédiatement en une géante glacée ou en une super terre froide. Bref, ces planètes sont très exigeantes. On a commencé à les explorer dans les années 1970. Mais depuis, on n'en a trouvé que quelques-unes. Quoi qu'il en soit, elles sont toujours très intéressantes. La première est Gliese 1214b. C'est la toute première planète océan que nous avons découverte. Au départ, les scientifiques n'ont remarqué qu'un petit point lumineux. Ce point s'est avéré être l'étoile naine rouge Gliese 1214.
Une étoile tout à fait ordinaire, 5 fois plus petite que notre Soleil et 300 fois plus terne. Les scientifiques l'ignoraient plus ou moins, mais en 2019, ils ont remarqué que cette étoile possédait une seule planète. Et cette planète s'est avérée être assez étrange. Cette super-Terre est 2,5 fois plus grande que notre Terre et 6,5 fois plus lourde. Mais en même temps, elle a une très faible densité et à peu près la même gravité que notre planète. En d'autres termes, il n'y a presque pas de roches et de métaux sur cette planète. Mais ce n'est pas non plus une géante gazeuse. Il ne reste donc qu'une seule option. Elle est recouverte d'eau et de glace. Et c'est ainsi qu'on a découvert la première planète océanique. En fait, on suppose seulement qu'elle est composée d'eau. C'est en tout cas ce que disent les calculs mathématiques. En réalité, cette planète est assez déroutante. Elle est difficile à explorer et, jusqu'à présent, les scientifiques n'ont rien pu y trouver. Pas d'hydrogène, pas d'hélium, pas d'eau. C'est parce que la couche extérieure de l'atmosphère de cette planète est très dense et qu'elle cache parfaitement sa composition. Malgré tout, c'est probablement un monde d'eau. Gliese 1214b est très proche de son étoile, à seulement 0,014 unités astronomiques de distance, ce qui est moins que la distance entre la Lune et nous. L'année y dure environ 36 heures, et les températures y sont tout simplement brûlantes. Les scientifiques suggèrent que la température moyenne là-bas peut atteindre 250 à 535 degrés Fahrenheit. Tu te souviens de notre description initiale d'une planète océan ? En réalité, passer du temps sur Gliese 1214b serait un peu différent. Ce serait plutôt comme nager dans une chaudière à vapeur. À cause de ces températures insensées, l'océan à la surface est constamment dans un état proche de l'ébullition sans vraiment l'atteindre. Alors, imagine que tu descends à la surface de cette planète en volant à travers des nuages de vapeur. Et puis, tu te retrouves soudain dans l'eau. Mais quand cela s'est-il produit ? Sur Gliese 1214b, la frontière entre la vapeur et l'eau est très floue. Bien sûr, tu ne pourras pas nager jusqu'au fond de cet océan, mais il est fort probable que le fond soit recouvert d'une couche très épaisse de ce qu'on appelle la glace chaude. C'est comme de la glace ordinaire, mais elle ne se soucie pas vraiment des lois de la physique. Alors, elle ne fond pas, même à des températures très élevées. Et l'épaisseur de cette glace peut atteindre jusqu'à 5000 km. C'est tout pour l'effrayante Gliese 1214b. Maintenant, même si on ne peut pas garantir à 100% qu'il s'agit d'un monde aquatique, nous avons un autre candidat pour ce titre. Il s'agit d'une planète récemment découverte appelée TOI 1452b. Située dans la constellation du Dragon, elle se trouve à près de 100 années-lumière de nous. Elle a été découverte à l'aide du télescope TESS par un groupe de chercheurs de l'Université de Montréal. Cette planète appartient également à la classe des super-Terres. Elle est 7 fois plus grande que notre planète, mais 48 fois plus lourde, avec toutefois une densité très faible. Pour cette raison, les scientifiques ont suggéré que la quasi-totalité de la planète est constituée d'un océan géant. Ici, on a un peu plus de chance. Ce monde ne sera pas seulement une flaque géante et de la glace épaisse. Sur cette planète, il y a probablement une surface rocheuse profondément enfouie sous l'eau, comme dans un océan typique. Mais ne t'emballe pas trop, cet océan sera certainement très différent de ce à quoi nous sommes habitués. TOI 1452b est aussi en orbite autour d'une petite naine rouge. Et pas seulement une, mais deux à la fois. Et si la planète précédente était proche de son Soleil, celle-ci, au contraire, en est très éloignée. Elle est 2,5 fois plus éloignée de ses étoiles que Pluton ne l'est du Soleil. Et elle se déplace à grande vitesse. Une année y dure seulement 11 jours. On ne sait pas encore grand-chose sur cette planète. On obtiendra probablement de nouvelles informations lorsque les scientifiques l'auront observée avec le télescope James Webb. Et maintenant, la question qui te brûle les lèvres. La vie peut-elle exister sur ce genre de planète ? C'est une question délicate. On sait tous que l'eau est synonyme de vie. D'autant plus que ces planètes se trouvent dans les zones habitables de leurs étoiles. Donc, potentiellement, oui, il peut y avoir de la vie. Pas des civilisations à part entière, bien sûr, mais pourquoi pas des bactéries, des poissons et quelques monstres géants et effrayants. En fait, c'est très peu probable. L'eau seule ne suffit pas à créer la vie, même si elle est très importante. Il doit aussi y avoir des micro-éléments et des minéraux. Et malheureusement, pour la plupart des planètes d'eau, elles ne sont constituées que d'eau et de glace très épaisse, mais pas de minéraux.
Mais tout espoir n'est pas perdu. Il ne faut pas oublier les météorites et les comètes qui peuvent apporter les minéraux nécessaires à la planète. Plus elles s'y écrasent souvent, plus la probabilité est grande qu'elles apportent quelque chose comme ça dans l'océan et donc qu'elles créent la vie. Deuxièmement, TOI 1452b possède réellement ces minéraux. On ne sait pas à quelle profondeur se trouve le fond rocheux à cet endroit. Mais s'il existe, alors quelque chose a sûrement pu y naître. Espérons que de nouvelles recherches avec de puissants télescopes nous permettront de découvrir la vérité. Et, qui sait, peut-être qu'un jour nous pourrons nous-mêmes visiter une telle planète. On a découvert Kepler 22b, une petite exoplanète dans la constellation du Cygne. Cela te semble anodin ? En réalité, c'est très important. C'est la première planète située dans la zone habitable qui a été découverte par le télescope Kepler. En d'autres termes, il y a peut-être de l'eau sur cette planète. Et s'il y a de l'eau, il y a peut-être de la vie. Kepler 22b pourrait devenir notre nouvelle maison. Alors, regardons-la de plus près. Il faut savoir que découvrir de nouvelles planètes n'est pas du tout facile. Toutes ne peuvent pas être vues par nos télescopes ultra sophistiqués, même par le tout-puissant Hubble. Parfois, les étoiles sont si petites et ternes qu'il est difficile de les trouver dans le ciel. C'est le cas avec Kepler 22. Les scientifiques ont dû utiliser une méthode spéciale. D'abord, ils prennent un tas de photos de l'étoile à différents moments. Puis, ils observent et se demandent s'il y a des points sombres sur cette étoile quelque part. S'ils en trouvent un, cela signifie qu'il pourrait s'agir d'une planète. Ces photos nous aident à découvrir des choses très importantes. D'abord, que la planète existe, puis sa taille, son rayon et sa proximité avec l'étoile. Et enfin, on peut étudier la question de savoir si on pourrait y vivre. On sait désormais que Kepler 22b est très similaire à notre planète et pourrait potentiellement devenir une seconde Terre. Elle est également très proche de nous, à seulement 635 années-lumière. Certes, ça fait environ 3 quadrillions de kilomètres, mais c'est l'une des options les plus proches. Kepler 22, l'étoile de Kepler 22b, est une naine jaune. Elle est très similaire à notre Soleil. Même taille, même rayon, même son âge est presque identique, 4 milliards d'années. La différence ne réside que dans sa luminosité. Elle est environ 20% plus terne que le Soleil. Donc, tu auras beau plisser les yeux, tu ne verras pas cette étoile dans le ciel nocturne. La planète Kepler 22b est environ 2,4 fois plus grande que notre Terre. Et c'est plutôt une bonne chose. Un plus grand rayon signifie plus d'eau et d'espace potentiel pour vivre, même si aller d'une ville à l'autre prendrait un certain temps. Imagine un vol de 3 jours. On ne connaît pas la masse exacte de cette planète, mais les scientifiques pensent qu'elle est plus élevée que celle de la Terre. Elle pourrait même être jusqu'à 36 fois supérieure à celle de notre planète. Qu'est-ce que cela signifie ? Une énorme gravité. Si la planète est 36 fois plus lourde que la Terre, alors la gravité y sera environ 6 fois plus forte. Tu arrives à peine à porter un sac de 10 kg de pommes de terre, alors essaie un sac de 50 kg. Sans compter que tu peux toi-même devenir beaucoup plus lourd sur cette planète. Tu devras être incroyablement musclé rien que pour marcher là-bas et aller au travail. Le pire, c'est qu'avec une telle gravité, il serait incroyablement difficile pour les plantes d'y survivre. Elles ont besoin d'au moins un peu de liberté pour s'élever du sol. Et les animaux, nos chiens et nos chats devraient se transformer en petites boules de muscles pour survivre là-bas. Mais si cette planète a déjà ses propres animaux ou d'autres habitants, nous pouvons grossièrement imaginer à quoi ils pourraient ressembler. Ils ont probablement beaucoup de jambes pour faciliter leur déplacement. Ils ne sont pas vraiment grands, mais trapus et extrêmement forts. Des sortes d'araignées géantes très musclées donc. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces informations ne sont pas confirmées. Si nous avons beaucoup de chance et que la gravité là-bas s'avère être juste un peu plus élevée que celle de la Terre, alors bien sûr, il sera beaucoup plus facile d'y vivre. On sait aussi que Kepler 22b est environ 15% plus proche de son étoile que nous ne le sommes du Soleil. Si Kepler 22b existait dans notre système solaire, elle serait située quelque part entre la Terre et Vénus. Cela signifie-t-il que nous allons tous brûler ? Non. Comme dit précédemment, l'étoile Kepler 22 est plutôt froide, à peine 5600 degrés Celsius. C'est pourquoi nous pouvons supposer que les températures sur Kepler 22b sont à peu près les mêmes que celles que nous avons sur Terre.
En tout cas, si la planète tourne autour de son étoile de la même façon que la Terre tourne autour du Soleil, ce que nous ne savons pas vraiment. Kepler 22b peut tourner autour de son étoile sur le côté, comme par exemple Uranus. Quoi, tu ne savais pas qu'Uranus est couché sur le côté? Et qu'elle avait aussi des anneaux? Oui, Uranus a aussi des anneaux, comme Saturne, mais ils sont verticaux. L'univers est vraiment un endroit fascinant. Bref, si Kepler 22b est similaire, alors son climat ne sera pas très hospitalier, pour le dire gentiment. Des hivers incroyablement froids seront suivis d'étés bouillants. Et comme pour les planètes en rotation synchrone, on ne pourrait vivre plus ou moins confortablement que sur l'étroite bande de terre située entre les deux hémisphères extrêmes. Espérons que ce ne sera pas le cas et que la planète tourne normalement. Mais tout n'est pas si mal. Des études montrent qu'il y a peut-être un océan sur Kepler 22b. Tu sais déjà que l'eau est synonyme de vie. Mais dans ce cas, c'est aussi un gros avantage, car une planète couverte par un océan a toujours des températures plus stables. L'eau absorbe une partie de la chaleur et la répartit uniformément sur la planète. Les parties chaudes se refroidissent et les parties glacées se réchauffent. D'ailleurs, c'est exactement ce qui est arrivé à la Terre il y a des milliards d'années. Lorsque notre planète a commencé à avoir ses premières petites flaques d'eau, notre Lune bien-aimée a aidé ces flaques d'eau à se répandre sur toute la planète. Grâce à cela, le rocher incandescent qu'était notre Terre s'est transformé en une mignonne petite boule pleine de vie. Donc, si Kepler 22b a de l'eau mais pas d'atmosphère, les scientifiques pensent que la température moyenne là-bas pourrait être d'environ -11°C. Mais s'il y a aussi une atmosphère semblable à celle de la Terre, alors la température peut atteindre 22°C, ce qui serait idéal. Et enfin, une année là-bas équivaut à 290 jours terrestres, soit environ 9 mois. La planète n'a pas de satellite naturel, donc il faudrait malheureusement se passer de cette belle vue de la Lune. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous serions probablement capables de voir le Soleil comme une petite étoile lointaine. Nous pourrions l'admirer dans ce ciel nocturne en faisant quand même attention à ces araignées géantes. C'est tout ce que l'on sait pour le moment. Malheureusement, il est assez difficile d'explorer de telles planètes, de sorte qu'il y a encore beaucoup de données très importantes que nous ne connaissons pas. Par exemple, quel genre de planète est-ce? Oui, il nous manque les informations les plus cruciales sur Kepler 22b. Nous ne savons pas si c'est une planète tellurique ou non. Et si ce n'est pas le cas, alors toutes les informations mentionnées précédemment ne servent à rien. Il se peut qu'il s'agisse d'une planète gazeuse, ou une planète couverte de gaz avec un noyau solide comme Neptune, ou un monde aquatique recouvert d'un océan géant. Il vaudrait mieux que ce soit une planète aquatique. Au moins, on pourrait y construire une sorte de ville sous-marine. On pourrait filtrer l'eau et manger du poisson, jusqu'à ce qu'on évolue vers une espèce amphibie. Est-ce que ce serait considéré comme une évolution si on retournait à nos origines? Quoi qu'il en soit, les scientifiques pensent que Kepler 22b pourrait s'avérer être une planète semblable à Neptune. Certains astronomes ont même rangé la planète dans la catégorie des mini-Neptunes. Oui, c'est une vraie catégorie de planètes. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Et même si Kepler 22b s'avère être une planète tellurique, on ne sait toujours pas à quoi ressemble l'atmosphère là-bas. Ou même s'il y en a une. Et si elle s'avérait être comme celle de Vénus, elle serait extrêmement toxique. Il faudrait alors creuser profondément sous terre pour survivre d'une manière ou d'une autre sur cette planète. Et il faudrait aussi trouver une source de chaleur, car il fait plutôt froid sous terre. Il existe de nombreuses possibilités avec Kepler 22b. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse claire. Mais espérons que les scientifiques les trouveront avant qu'on fasse embarquer les premières personnes dans des navettes et qu'on les envoie à la conquête de Kepler 22b. Ce serait gênant si elle s'avérait être une planète gazeuse ou à l'atmosphère ultra toxique. Il y a beaucoup d'objets spatiaux tout autour de l'univers. Des étoiles aux planètes, en passant par les satellites, les comètes et les astéroïdes. Mais notre corps céleste le plus proche est la Lune, qui a fait l'objet de nombreuses recherches, théories et même de mythes. En tant que seul satellite naturel et permanent, la Lune figure dans la liste des 10 plus gros satellites de notre système solaire. Elle est située dans un bras spiralé extérieur de la Voie lactée. D'autres planètes de notre système solaire, comme Mars ou Jupiter, ont de nombreuses lunes. Saturne est la planète qui arrive en tête de cette liste, avec un nombre étonnant de 82 lunes, dont 53 ont un nom. Tu veux la liste complète? Non? Alors on continue.
Notre Lune, avec son rayon moyen de 1737 km, n'est pas la plus grosse lune du système solaire, mais elle est la plus grosse par rapport à la taille de la planète autour de laquelle elle gravite. Ce qui distingue un satellite comme la Lune et une planète n'est pas la taille comme on pourrait le penser. Les plus grandes lunes de notre système solaire sont énormes. Certaines d'entre elles sont même plus grandes que les planètes telluriques. Jupiter possède d'ailleurs plusieurs de ces types de satellites, comme la glaciale Ganymède. C'est la plus grande lune de notre système solaire, plus grande que Mercure et Pluton. Il se pourrait même qu'elle abrite un océan salé souterrain qui pourrait surpasser toute l'eau de la surface de la Terre. Le diamètre de notre Lune est un peu plus grand qu'un quart de celui de la Terre, mais sa masse est 80 fois moins importante que celle de notre planète. Pour te donner une meilleure idée, si tu considères notre planète comme un gros ballon creux, il te faudrait environ 50 lunes pour le remplir. Mais regardons la taille de notre Lune d'un point de vue un peu différent. Comment se compare-t-elle aux États-Unis ? Les États-Unis mesurent 4500 km de large, ce qui signifie que le diamètre de la Lune est plus petit. Il est difficile pour nous de la voir autrement, mais que se passerait-il si notre satellite était 2 fois plus grand ? Eh bien, tout d'abord, nous verrions beaucoup plus d'éclipses solaires. Dans les conditions actuelles, elles peuvent se produire 2 à 5 fois par an, mais 5 fois est plutôt une exception. La dernière fois qu'il y a eu 5 éclipses solaires en un an, c'était en 1935, et il faudra attendre jusqu'en 2206 pour assister au prochain événement de ce type. Le Soleil et la Lune ont l'air d'avoir à peu près la même taille vue d'ici sur Terre, mais tu ne seras pas surpris d'apprendre que l'étoile autour de laquelle nous tournons est gigantesque. Alors si le Soleil était creux, combien de lunes penses-tu qu'il faudrait pour le remplir ? Attends, pas besoin de chercher sur Google. Il faudrait 64,3 millions de lunes, ou environ 1,3 million de terres. Oui, le Soleil est à ce point énorme. Et tant qu'on en parle, sache qu'il a un diamètre de 1,4 million de kilomètres. Quant à sa masse, eh bien, elle est pas moins de 330 000 fois supérieure à celle de la Terre. Mais qu'est-ce qu'une étoile ? En termes simples, c'est une boule de matière chaude et brillante maintenue ensemble par la gravité. La raison pour laquelle elle émet à la fois de la chaleur et de la lumière est sa température très élevée. Les experts appellent les plus petites étoiles des naines rouges en raison de leur taille et de leur couleur. Ce sont aussi les types d'étoiles les plus fréquents dans notre galaxie, certaines d'entre elles étant si minuscules et ternes qu'elles sont invisibles pour les habitants de la Terre. C'est le cas de notre étoile voisine la plus proche, Proxima Centauri. Notre Soleil est considéré comme une étoile moyenne car sa masse, sa luminosité et son espérance de vie sont moyennes. Il existe aussi des étoiles géantes. Elles sont plus rares, mais plus faciles à voir. C'est pourquoi tu peux supposer sans risque qu'à peu près toutes les étoiles que tu vois après le coucher du Soleil sont beaucoup plus grosses que le Soleil. Mais assez parlé de cela, revenons à la vedette du jour, la Lune, notre seul satellite naturel. L'est-elle vraiment ? Ce n'est peut-être pas tout à fait exact. En 1997, un groupe de scientifiques est tombé sur un astéroïde d'environ 5 km de large qui semblait pris dans l'étau gravitationnel de la Terre. Il ressemblait à un satellite de notre planète. Ils l'ont appelé Kruitné. Il lui faut environ 770 ans pour faire le tour de la planète. Il semble qu'il va rester en état de suspension autour de notre planète pendant encore au moins 5000 ans. La Lune s'éloigne progressivement de nous. Chaque année, elle retient une partie de l'énergie de rotation de notre planète et l'utilise pour s'élever d'environ 4 cm sur sa propre orbite. Si les données dont nous disposons aujourd'hui sont correctes, à l'époque de sa naissance, notre Lune était à environ 22 530 km de nous. La distance actuelle est de 385 000 km. Alors, que se passera-t-il lorsqu'elle s'éloignera complètement ? Eh bien, on cessera de chanter « Au clair de la Lune » et « Fly me to the moon ». Mais surtout, il n'y aura tout simplement plus de marée dans les océans de notre planète et nos nuits deviendront plus sombres. Les saisons seront très différentes, tout comme la longueur de nos journées. D'après les calculs actuels du monde scientifique, cela prendra environ 50 milliards d'années. Donc tu peux attendre un peu avant de faire un stock de lampes de poche. Mais il y a un hic. Notre Soleil devient environ 10% plus lumineux tous les milliards d'années. Donc, il est plus probable que bien avant que la Terre ne se retrouve sans sa Lune, le Soleil les aura déjà avalées toutes les deux. Tes lampes de poche seront encore plus inutiles. Qu'est-ce qui distingue une planète et pourquoi notre Lune n'est-elle pas considérée comme telle ?
Après tout, elle est plus grosse que certains autres objets de notre système solaire qui sont, techniquement, des planètes. Pour commencer, une planète est un corps céleste qui fait 3 choses. Elle tourne autour d'une étoile et pas autour d'autre chose. Elle est suffisamment massive pour prendre une forme ronde à cause de sa propre gravité. Et enfin, elle a le pouvoir d'attraper toute la poussière ou les fragments qui se trouvent sur son orbite lorsqu'elle se déplace autour de son étoile. Nous avons établi que la Lune n'était pas en orbite autour du Soleil, mais elle n'est pas non plus en orbite autour de la Terre. Tous deux orbitent autour d'un certain point situé entre elles, appelé leur barycentre. Il se trouve à environ 1600 km sous la surface de la Terre, mais toujours à environ 4800 km du centre de notre planète. Comme ce barycentre se trouve sous la surface de la Terre, nous ne considérons pas la Lune comme une planète. Pour cela, il faudrait que la Lune soit environ 1/3 plus grande et 1/3 plus éloignée, afin que le barycentre soit indépendant de la surface terrestre. La Lune a cependant d'autres caractéristiques semblables à celles d'une planète, ce qui la rend très spéciale dans notre système solaire. Tout d'abord, elle a une croûte, un manteau et un noyau. Elle possède également une géologie assez active, avec des événements comme nos propres tremblements de terre. Là-haut, on les appelle des tremblements de Lune. Et maintenant, continuons notre exploration spatiale. Quoi, tu n'entends rien? C'est normal, car l'espace est totalement silencieux. Comme il n'y a pas d'atmosphère dans l'espace, le son n'a aucun moyen de voyager pour que tu puisses l'entendre. Tu voudras éviter Vénus si tu souhaites poursuivre ton voyage dans l'espace. C'est la planète la plus chaude de notre système solaire. Sa température de surface moyenne est d'environ 450 degrés Celsius. On pourrait penser que c'est parce qu'elle est la plus proche du Soleil, sauf que ce n'est pas le cas. On pourrait aussi penser que la planète la plus proche, Mercure, serait la plus chaude. Mais comme cette dernière n'a pas d'atmosphère qui aide à réguler sa température, elle a tendance à avoir de plus grandes fluctuations. Ton calendrier serait aussi très chamboulé sur Vénus, car un jour à sa surface est à peu près aussi long qu'une année sur Terre. C'est parce que Vénus tourne lentement autour de son propre axe et qu'il lui faut 243 jours terrestres pour accomplir sa propre journée. Si tu faisais une halte sur Mars, sois à l'affût de ces couchers de soleil bleus. Selon les spécialistes de la NASA, il y existe une poussière fine qui rend le bleu près de la partie du ciel où se trouve le Soleil beaucoup plus visible sur Mars. Tu aimes les diamants? Fais tes valises car il existe une planète entièrement faite de diamants et elle fait 2 fois la taille de la Terre. On pense qu'elle est très probablement recouverte de graphite et de diamants. Une combinaison spatiale coûte environ 12 millions de dollars, mais une visite là-bas couvrirait entièrement ses dépenses, tu ne crois pas? Et si tu n'es pas fan des explorations spatiales et que tu préfères le confort de notre planète, voici une bonne nouvelle pour toi. Il y a plus d'arbres sur Terre qu'il n'y a d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. Nous savons qu'il y a environ 3000 milliards d'arbres sur la planète Terre et entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Tu te trouves à bord d'un vaisseau qui traverse l'espace à une vitesse de 290 000 km par seconde, soit quasiment la vitesse de la lumière. Mets-toi à l'aise car le voyage va être long. Il durera un peu plus de 90 ans. Il est préférable d'utiliser une capsule cryogénique pour ne pas s'ennuyer. En bref, tu dois voler pendant près d'1 siècle à la vitesse de la lumière pour atteindre une mystérieuse exoplanète que les scientifiques ont récemment découverte. Ils ont trouvé de nombreuses planètes ces dernières années, mais celle-ci peut aider à la recherche de vie extraterrestre. La planète ressemble à une boule bleu foncé et porte un nom technique complexe composé de lettres et de chiffres. Elle a la taille de Neptune et orbite autour d'une petite étoile de classe M, ou en termes simples, autour d'une naine rouge. La planète est 8 fois plus proche de son étoile que la Terre ne l'est du Soleil, mais cela ne signifie pas que des couches ardentes de magma en recouvrent la surface. La température sur cette exoplanète est plutôt basse et similaire à celle de la Terre. C'est parce que la naine rouge n'est pas aussi chaude que notre Soleil. Mais le plus excitant, c'est que l'atmosphère de cet objet spatial est composée de vapeur d'eau, ou d'hélium hydrogène. Les scientifiques n'en sont pas sûrs, c'est pourquoi ils l'observent activement. Mais s'il y a de l'eau dans son atmosphère, alors la vie pourrait y exister. Il est peu probable que nous y découvrions de grandes créatures, mais même des bactéries microscopiques feraient sensation. Une autre raison pour laquelle les scientifiques gardent les yeux rivés sur cette planète est son origine. S'ils découvrent de quoi est faite l'atmosphère de la planète, ils comprendront comment de tels objets peuvent se former autour des naines rouges.
Ce sera une autre petite brique dans notre compréhension du fonctionnement de l'univers. Même s'il découvre la vie sur cette étrange planète, il sera impossible de la transporter de là-bas jusqu'à nous pour l'étudier. Heureusement, il y a un autre objet massif près de la Terre où les microbes peuvent vivre. Et il est situé à l'intérieur de notre système solaire. En 2020, les scientifiques ont détecté une étrange substance gazeuse dans l'atmosphère de Vénus. Il s'agissait de résidus chimiques de phosphine. C'est une découverte importante car la phosphine existe sur Terre près de certains microbes. On a par exemple récemment découvert de la phosphine dans le corps des pingouins. De nombreuses personnes ont commencé à émettre des théories selon lesquelles ces animaux nous seraient venus de Vénus. Mais bien sûr, c'est assez éloigné de la vérité. On peut aussi trouver cette substance dans les marécages et la boue. Ce fut donc une grande surprise lorsqu'ils ont trouvé des résidus de phosphine sur une autre planète. Étrange car la vie à la surface de Vénus ne peut très probablement pas exister. La température et la pression sur cette planète sont tout simplement trop élevées. Pourtant, haut dans le ciel de Vénus, les conditions ne sont pas si terribles. Peut-être que certains microbes y vivent, mais les scientifiques savent aussi que des volcans y entrent souvent en éruption. Une trace chimique de phosphine peut apparaître à la suite de ces éruptions. Si c'est la véritable raison de l'apparition de cette phosphine, ils ne trouveront probablement aucune trace de vie. Toutefois, ils dépensent beaucoup d'argent à l'étude de cette planète. Mais revenons à l'espace profond. Au cours des 20 dernières années, les scientifiques ont découvert une quantité d'exoplanètes, à la fois loin et pas très loin de nous. Certaines d'entre elles orbitent autour de naines ou de grosses étoiles, mais d'autres sont entièrement seules. Elles n'appartiennent à l'orbite d'aucune étoile. Elles sont abandonnées là, dans l'espace vide et froid. Un autre élément intrigant est que les scientifiques n'ont pas encore trouvé de système planétaire similaire à notre système solaire. Toutes les exoplanètes lointaines sont situées à des distances différentes de leur étoile. Leur taille et leur masse ne sont pas semblables à celles de nos planètes. Nous les appelons exoplanètes car elles se trouvent au-delà de notre système solaire. Les super-terres sont un autre type d'objets spatiaux fascinants. Si une planète pèse de 2 à 10 masses terrestres, est 2 fois plus grosse et reçoit de l'énergie d'une étoile, on la qualifie de super-terre, sans plus de similitude avec notre maison. Une super-terre peut être composée de gaz, de roches, d'eau, de glace, de feu, d'acide, de verre ou de diamants. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé de super-terre possédant des conditions idéales pour les humains. Non pas parce que toutes les planètes sont hostiles à la vie, mais parce que notre corps a évolué et s'est adapté à la Terre spécifiquement. Nous ne savons pas grand-chose des super-terres. Elles contiennent une quantité colossale d'énergie à cause de leur énorme masse. Et cette énergie est libérée. Par conséquent, des éruptions volcaniques et des tremblements de terre se produisent fréquemment sur nombre de ces planètes. Des orages s'y produisent aussi presque tous les jours. Et d'ailleurs, une journée là-bas excède plusieurs fois la durée de notre journée de 24 heures. Imaginons que tu sois à nouveau dans le vaisseau spatial, en route vers une super-terre. La voilà, massive, orange, majestueuse. Tu enfiles une combinaison spatiale, tu montes dans une capsule et tu changes d'avis. La planète entière ressemble à une boule ardente en ébullition. S'il y a de la vie, ce doit être des créatures invulnérables. Or, tu ne l'es pas vraiment, alors tu poursuis ton chemin pour chercher une autre super-terre. À quelques années-lumière de là, cette boule géante semble être un endroit accueillant. Mais attends, cette planète est située très loin de son étoile. La température y est si basse que même les molécules gèlent. L'Antarctique ressemble à un désert torride comparé à cette super-terre. Tu continues ton voyage et tu trouves enfin l'endroit parfait. Celle-ci est 3 fois plus lourde et 2 fois plus grande en taille que la Terre. Elle est composée de roches, de gaz et peut-être d'eau. Tu descends sur la planète à bord de ta capsule de transport, tu ouvres la porte et tu fais un pas. Tes jambes sont trop lourdes, tout ton corps a pris du poids. Tu as l'impression de porter un énorme sac de briques sur ton dos. Tu ne peux même pas marcher sur quelques mètres. Et la raison de ce phénomène est la gravité. Plus le poids de la super-terre est élevé, plus sa force gravitationnelle est grande. Tu es pressé contre le sol et tes muscles sont trop faibles pour cela. De plus, la gravité accrue provoque des fluctuations actives des plaques tectoniques. Des tremblements de terre et des glissements de terrain se produisent assez souvent sur cette planète. La surface rocheuse est en constante évolution. Pour vivre sur une telle planète, tu devrais développer une nouvelle technologie pour construire des maisons. Tu remontes dans la capsule et tu t'envoles, mais pas trop loin. La gravité de la planète ne permet pas à ton vaisseau de s'élever haut dans le ciel. C'est comme si des cordes te tiraient vers le bas.
tu utilises tout le carburant restant pour vaincre la gravité et aller au-delà de l'atmosphère. Un autre problème avec ces mondes est celui des météorites. La gravité attire non seulement ton vaisseau, mais aussi les gros objets spatiaux qui passent à proximité. Un astéroïde géant peut dévier de sa route à cause de l'attraction de la super-Terre. Il peut s'abattre sur la planète sous la forme d'une pluie de météorites. Or, la vitesse de chute est aussi plus rapide, donc la destruction sera d'autant plus massive. Mais la pire chose qui puisse arriver à la super-Terre est l'arrêt total de son noyau, causé par une trop forte pression. Des centaines de milliards de tonnes de roches solides peuvent comprimer le cœur de la planète. Or, le noyau doit toujours être en mouvement pour remplir sa fonction principale, faire fonctionner le champ magnétique. Les tempêtes solaires et les radiations cosmiques peuvent créer de graves problèmes pour toute vie à la surface. Sur Terre, ces tempêtes perturbent le fonctionnement de l'électronique et affectent la santé humaine. Cela se produit même si de petits trous apparaissent dans le champ magnétique. Et que se passera-t-il si toute la protection disparaît ? L'énergie de l'étoile la plus proche et les radiations de l'espace lointain balayeront rapidement la super-Terre et rendront impossible le développement de la vie. Tous ces imprévus peuvent arriver à une super-Terre remplissant les conditions idéales pour vivre, et une telle planète est une rareté. La plupart des super-Terres ont des surfaces et des atmosphères aux conditions dantesques. Il existe une planète où l'air est si chaud qu'il peut évaporer les métaux. Le vent ardent divise simplement toute substance solide en molécules. Une telle super-Terre ressemble plus à une étoile qu'à une planète ordinaire. Il existe aussi une autre super-Terre entièrement recouverte d'eau. Tu n'y trouveras pas un seul morceau de terre ferme. L'océan inonderait n'importe quelle île en une seconde. Et sous l'eau, il y a des volcans. Ils entrent en éruption presque toutes les heures, libérant des milliards de tonnes de magma. À cause de son poids important, la planète est légèrement inclinée. Lorsqu'elle tourne autour de son axe, l'eau se dirige d'un côté à l'autre. Cela crée d'énormes tsunamis plus grands que le mont Everest. Et que penses-tu d'une super-Terre où il pleut des diamants ou de l'acide sulfurique ? La surface d'un autre monde lointain est balayée par des vents composés de verre. Comme il y a beaucoup de feu et de sable, lorsque l'air chaud brûle ces particules de silice, elles se transforment en verre. Parmi toutes ces planètes, la nôtre semble donc être un petit paradis. Mais peut-être que pour certains organismes étranges, vivant à l'autre bout de la galaxie, la Terre peut sembler être un monde terriblement hostile.